Et salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois en live pour discuter de l'actualité football. On se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 29 mai 2026 et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le sommaire de ce live, hein, comme d'habitude, vous connaissez l'actu football du jour. On est en live de 10h à midi. Bon, on est en retard ce matin, c'est pas très grave. Euh, dans le sommaire de ce live aujourd'hui, on va discuter évidemment, vous le voyez, au maillot que je porte, au barrage de l'OGC Nice contre Saint-Étienne, le barrage Ligue 1, Ligue 2, match retour à l'Allianz Riviera à huis clos pour les Niçois. Pour savoir s'ils vont se maintenir en Ligue 1 ou non, hein. Vous voyez, on a déjà sélectionné quelques articles, hein, Nice. Alors déjà, après la conférence de presse hier de Claude Puel et de Dante, une polémique est sortie autour de Ali Abdi, qui est parti rejoindre sa sélection tunisienne. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement avec Ali Abdi et le joueur de l'OGC Nice. Voilà. L'OGC Nice joue son avenir en Ligue 1 contre Saint-Étienne au terme d'une saison irrespirable. Alors, irrespirable, est-ce que c'est le mot? Je dirais, en tout cas, nous, on l'a titré une saison noire, une saison. C'est vraiment, cette saison de l'OGC Nice, elle a été vraiment terrible, terrible, hein, avec tout ce qui s'est passé. Ça a été assez long, mais ce soir, c'est bien le dernier match et on espéra qu'il y aura au moins un dénouement, plutôt positif. Mais voilà, vraiment, ça a été une saison assez compliquée. À Saint-Étienne, le trio Cardona, David Tassin symbolise les problèmes offensifs des Verts. Donc on va voir, hein, on va revenir sur un peu le match aller entre les deux équipes et voir à quoi s'attendre pour ce soir. Salut Aronto qui est présent sur le live. Un prono pour ce soir, perso, je le sens pas. Bah moi je le sens bien vu le niveau. En fait, Nice, c'est deux équipes assez terribles niveau football. Euh, Vu ce que j'ai vu à Saint-Étienne et ce que j'avais aperçu tout au long de la saison, je pense que Nice va clairement se maintenir en Ligue 1. Saint-Étienne, ils font vraiment pas rêver, à part s'il y a vraiment des changements tactiques et qui se réveillent. Voilà, Saint-Étienne, je pense que ça reste en Ligue 2. Ça serait vraiment un échec, hein, pour le club, hein, on l'appelle le PSG de Ligue 2, donc vraiment, ça serait un échec pour eux. Mais je pense que Nice va rester clairement en Ligue 1 ce soir. Alors, savoir faire un prono sur le match, là, pour le coup, j'en ai pas du tout. Mais je vois juste Nice rester en Ligue 1. Voilà. Après, n'hésitez pas à faire vos pronos dans le chat, évidemment. Que ça soit sur Twitch et TikTok, on est en live sur les deux actuellement. Donc n'hésitez pas à follow aussi. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on va parler de ce barrage de Ligue 1, mais il y a quand même un match demain ultra important, surtout que demain on sera sûrement pas en live. Euh, la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Évidemment, on va parler de quelques joueurs. Là, c'est vraiment des focus en ce moment sur certains joueurs. Donc là, on va parler de Désiré Doué. Hier, on parlait de Vitinha. Euh, on va aussi parler de Warren Zahir Emery, de Luis Enrique aussi, et de Declan Rice qui a été désigné meilleur joueur de la saison en Première Ligue par la BBC devant Bruno Fernandes. Donc voilà, petite interrogation quand même. Ensuite, on parlera de la Coupe du Monde avec Lionel Scaloni qui annonce la liste de l'Argentine pour la Coupe du Monde, hein. Donc on va voir qui a été sélectionné. Est-ce que Lionel Messi sera là? C'est pas la plus grande question qu'on peut se poser. Ensuite, on parlera de l'OM, on va parler pas mal mercato aussi. L'OM qui a son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, hein, l'ancien directeur sportif du Stade Brestois, pardon, qui est désormais officiellement à la tête de l'OM. Mais l'OM aussi, c'est toujours des aventures. Chasse à la top, altercation à Bardona-Tari, management à la hache, signalement. À l'OM, la tension continue à monter en interne. On voulait en parler hier, on va en parler aujourd'hui. Salut à Slim qui est présent ce soir.
Salut à Slim qui est présent sur le live, pardon. On gagne ce soir, j'étais en train de lire le deuxième commentaire. Ouais, on va gagner ce soir, hein, j'ai envie d'y croire là, c'est bon. Après cette saison de merde, on veut au moins un dénouement positif, voire de la Ligue 1 la saison prochaine à l'Allianz Riviera. Alors pas sur les 2 premiers matchs, mais au moins pour tout le reste de, la saison prochaine. On veut Nice en Ligue 1 et on l'espère. N'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux, la conférence de presse de Claude Puel est sortie. Conférence de presse c'est de Dante, donc petit résumé de ce qui a été dit, le passage le plus intéressant en tout cas. Donc c'est disponible sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X. Donc n'hésitez pas à aller voir et à aller follow, évidemment. Sur la chaîne YouTube aussi, évidemment, dans les shorts de la chaîne YouTube, Atric FR. N'hésitez pas à checker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça nous fait avancer dans ce foutu média. Voilà. Donc je disais qu'on parlait mercato, donc on parle de l'arrivée du directeur sportif de l'OM. Konaté, qui possiblement pourrait quitter Liverpool la saison, en tout cas cette saison, et trouver un autre club pour la saison prochaine. On parle de l'OM aussi avec Greenwood, un départ envisagé, ça, c'est plutôt, on l'avait ancré dans nos têtes. Et après, le nouveau coach de l'AS Monaco, car Sébastien Pocognoli serait sur le départ. Je crois pas que ça soit encore officiel, hein, qui quitte l'AS Monaco. Mais voilà, ça serait Philippe Luis pour le remplacer, l'ancien joueur de Chelsea, de l'Atlético Madrid et qui était récemment le coach de Flamengo. Voilà pour les actus de ce matin. Donc voilà pour le sommaire hein, plutôt de ce matin. Donc évidemment, bon hier il n'y avait pas de match, donc on va pas revenir sur les matchs d'hier. Notre principale interrogation, le sujet principal aujourd'hui, ça reste quand même ce barrage entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Étienne. Voilà. Merci à ceux qui mettent des likes aussi, sur le live, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, hein, je le répète, après on parlera foot évidemment, mais au moins à follow sur la chaîne Twitch, follow TikTok, follow la chaîne YouTube, ça nous aide beaucoup pour faire avancer le média. Donc n'hésitez pas vraiment, ça nous aide beaucoup. Follow c'est gratuit, hein, je demande pas d'argent, je demande pas de cadeaux, peu importe, hein, juste, des petits trucs gratuits qui nous font avancer dans le média. Voilà, on peut démarrer. Salut à Juju Miyake qui est présent sur le live TikTok, donc bienvenue une nouvelle fois. On va démarrer notre live tranquillement, on a fait notre petit sommaire et on peut démarrer au sujet de ce match, hein, alors vraiment le match de l'année à Nice, après cette finale de Coupe de France, hein, évidemment. Voilà, match au retour de barrage entre Nice et Saint-Étienne pour une relégation ou une montée en Ligue 1 pour l'AS Saint-Étienne. Voilà, vous vous souvenez du match aller 0-0 entre les deux équipes, aucun tir cadré, 0,44 d'XG, un truc comme ça sur tout le match. Bon, c'était calamiteux vraiment si vous n'êtes pas supporter de Nice et de Saint-Étienne. Le match, ouais, il s'arrête on l'arrête vraiment au bout de 2 minutes. Mais voilà, on est allé jusqu'au bout. Il y a un match retour à l'Allianz Riviera, ça sera à huis clos. Évidemment, il y a des arrêtés préfectoraux comme quoi on ne peut pas voir de supporters de Nice aux abords du stade, même avec un maillot, peu importe, aux abords du stade et aux abords du centre d'entraînement. Bon, c'est pas très éloigné, mais quand même, décidément, la saison sera noire jusqu'au bout pour les supporters niçois. Euh, Comment t'as eu ton maillot de Nice? Eh ben, je l'ai commandé Day One, hein, clairement. C'était le maillot hommage aux 40 ans de la Brigade Sud. À- oui, hommage à la Brigade Sud. Donc je l'ai eu directement le Day One. Voilà. Je sais pas, parce que je crois qu'ils avaient fait du restock un peu sur le site de Kappa ou sur le site du club. Donc si tu veux t'en procurer un, n'hésite pas à aller voir. Salut! Salut à ASSE 42. Pour ce soir, tu le sens comment? Eh ben, alors on peut dire que c'est du 50-50. Moi, ce soir, vraiment, je vais pas dire que je suis confiant, parce que c'est quand même un match à fort enjeu, mais je pense vraiment que Nice va pouvoir se maintenir en Ligue 1. Voilà, après sur des pénaltys, peu importe, hein, je veux juste Nice en Ligue 1. Alors à mon avis, ce soir on va en Ligue 2, je le sens pas du tout. Ah là 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 là, on a nos Niçois défaitistes là.
Merci beaucoup pour le follow aussi, ça fait extrêmement plaisir. Moi, j'y crois, vu là en fait, c'est pas, Nice qui me rassure, mais c'est vraiment, Saint-Étienne que je trouve, pas très bon quand même. Je trouve qu'ils sont assez limités cette équipe de Saint-Étienne, donc voilà, Nice, ils se réveillent un peu, qu'ils sortent, au moins un doigt du cul, on pourra, je pense, battre cette équipe de Saint-Étienne. Hem Après, il y a ce débat, supporter, pas supporter à Nice, est-ce que c'est mieux pour cette équipe, hein, qui a eu pas mal, où il y a eu pas mal de remue-ménage? Salut à Toto Aga qui est présent sur le live. Déjà interdiction de stade, je veux bien, mais interdit, au IKEA et le VNB, c'est une grosse blague. Hem, ouais, c'est triste. En fait, c'est triste, c'est vraiment taper, taper pour taper. Je après voilà, c'est peut-être, est-ce que, les supporters niçois l'ont cherché au bout d'un moment? Après, c'est mettre tout le monde dans le même sac aussi. Donc, heu, donc voilà pour les supporters niçois. Moi, vraiment, je suis un peu triste quand même de pas pouvoir aller au stade pour un match comme ça. Vraiment, moi, ça me gonfle perso. Heu, mais voilà, on peut pas faire grand-chose à notre échelle. Oui, il va nous faire beaucoup de va vous faire beaucoup de bien, mais nos 2 équipes sont limitées, c'est du 50-50. Ouais, ouais, non, mais le 50-50 s'entend absolument. Il y a pas forcément de clair favori, mais voilà, franchement, je me base vraiment sur le niveau de Saint-Étienne et pas forcément sur celui de Nice. C'est n'importe quoi, huis clos, normal, je suis d'accord, mais là, c'est un peu abusé. On va gagner ce soir. Voilà, voilà, je veux des gens positifs sur ce live. Pardon, Cardona blessé, c'est bon pour nous. Alors, Cardona, je j'ai pas vu l'info comme quoi il était blessé. Je sais qu'il y aura pas, de Hicham Boudaoui, du côté de Nice, mais par contre pour Cardona, hem, je on va peut-être aller checker quand même. Yvan Cardona, je crois qu'il s'appelle Irvine, pardon. Actualité. Mmh, 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 mmh. Ouais, je suis pas sûr. Bon, je suis pas sûr, de l'info qu'il soit blessé en tout cas. Voilà. On veut aller, alors peut-être pas les baiser, mais on va aller griller du stéphanois ce soir. Hem, voilà. Sur les compos probables, donc pour le match aller, honnêtement, hein, pas grand-chose à dire. Sur les pénaltys, je sais pas si vous avez des avis. Est-ce qu'il y avait des pénaltys pour Nice? Est-ce qu'il y avait des pénaltys pour Saint-Étienne? Bon, pour le coup, les 2, bon, heu, est-ce que vraiment on siffle? Peut-être, plus sur celui de Nice, mais vas-y, c'est compliqué. En tout cas, sur les compos probables. Alors, autant Philippe Montagnier, on a plutôt une idée de ce qu'il va nous apporter, du côté de Saint-Étienne. Voilà, l'Arseneur dans les cages, le Cardinal Bernauer en défense centrale. Sur les côtés, Apia ou Pedro. Moi, j'ai bien aimé, enfin bien aimé, j'ai préféré l'entrée du Portugais, alors je sais plus comment il s'appelle exactement, je crois que c'est Joao Pereira, du côté de Saint-Étienne à la place de Apia, je l'ai trouvé plus intéressant. Mais après, je connais pas assez l'équipe. Au milieu de terrain, j'ai bien aimé les 2 joueurs Kanté, et Gadej-Bekou. Franchement, il a Ferreira, pardon, voilà, merci. Et Gadej-Bekou qui a fait plutôt un bon match. Hem, Après, interrogation sur Boakier, d'après ce que j'ai compris, hem, qui était sorti en cours de match. Heu, je crois que c'est lui, hein. Mais je pense qu'il sera bien présent. David Tachfili sur le côté. Et voilà, après, donc c'est ce que nous dit notre ami, de la ASSE 42. Dufus jouera devant à la place de Cardona, donc il devrait prendre le côté droit, c'est ça? J'avais vu des interrogations aussi sur le match de Stassin. Est-ce que Philippe Montagnier peut se séparer de enfin, se priver de Stassin en début de match et garder Dufus devant et mettre Cardona, sur un côté, sachant que Cardona, il s'est quand même plutôt donné? Impossible. OK. Donc voilà, moi ça m'aurait interrogé. Après, vraiment Stassin, David ils avaient pas fait un gros match au match aller. Mais bon, vraiment se passer de ces 2 pièces maîtresses, ça peut être très compliqué.
pour cette équipe de Saint-Étienne. Donc voilà, pour le 11, le 4-2-3-1, je pense que on s'est pas trompé. Côté OGC Nice, alors là, question, système A3, système A4, Dante, pas Dante, hem, que faire? Que faire les amis? Stassin et David Tachvili n'ont pas fait un gros match, mais c'est nos points forts, les seuls joueurs, Ligue 1. Je suis plutôt d'accord avec ça. Pour le coup, vraiment, c'est peut-être les 2 seuls joueurs que je trouve, qui ont vraiment un vrai niveau Ligue 1. Donc il faudra pas s'en passer. Côté Nice, est-ce que, Claude Puel va repartir sur un système à 3 avec évidemment Eli Wahi devant? Sur les côtés pour l'accompagner, alors est-ce qu'on met du Mohamed Ali Chaud, du Kyle Boudache, du Sofiane Diop? Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à faire j'ai beaucoup de mal à faire cette compo. Dites-moi, hein, dites-moi dans le chat, hein, que ça soit sur Twitch ou TikTok, qui vous mettriez. Bon, Wai devant, je pense que c'est une certitude. Mais après, Kyle Boudache? Est-ce qu'on porte nos couilles et on met Kyle Boudache à la place d'un Mohamed Ali Chaud et en cas on le fait rentrer en Mohamed Ali Chaud à la mi-temps ou à l'heure de jeu? Diop, Wai, Chaud. D'accord. Après, au niveau des pistons, Barclos, du coup, vu qu'il n'y a pas de Ali Abdi. Et, et après, au milieu de terrain, Van Sanson, est-ce que Claude Puel va reprendre le risque, enfin le risque, va reprendre la décision de faire rentrer, enfin de mettre Djibril Koulibaly dans le 11, hein, ce qu'on a vu lors de la finale de Coupe de France. C'était un choix osé, mais c'était un choix plutôt payant quand même. Donc pourquoi pas. Moi, pour le coup, Charles Van Hout, il a du mal à s'installer dans cette équipe de Nice, mais je trouve que c'est un bon joueur. C'est Morgan Sanson que je trouve assez cata, mais au moins, on va dire qu'il se la donne. Donc voilà, interrogation aussi sur le milieu de terrain. Vraiment, qui sera le plus intéressant à mettre dans ce milieu de terrain. Et en défense centrale, moi aussi j'aime beaucoup hein, Djibril Koulibaly pour le coup, vraiment ça fait un moment, hein, même sous Francaise, on voulait le voir dans le 11. Il avait fait une très bonne Coupe du Monde, je crois que c'est U16 qu'il avait fait cet été. Et après, rien du tout du côté Nice. Je crois qu'il a eu une longue blessure, mais quand même, euh, pas forcément, les coachs n'ont pas voulu forcément le faire jouer. Et après, dans cette défense centrale, donc si c'est une défense à 3, on sera avec Kojo Pepra-Opong et Antoine Mendy. Et l'interrogation, c'est est-ce qu'on met Djoumaba, Dante? Dante pour un dernier match comme ça, avec l'expérience qu'il a, est-ce que même si il va falloir compenser hein, euh, bah, sa capacité physique, est-ce que c'est pas mieux de le mettre quand même? En plus, pour un dernier match comme ça de sa carrière, est-ce que voilà, il avait dit lui en conférence de presse, s'il faut laisser les genoux, il les laissera. Donc, mettre Dante, ça me paraît pas stupide. Voilà. Et après, au cage, évidemment, il y a Van Diouf, hein, Maxime Dupé, voilà quoi. Sachant qu'il est déjà, je crois qu'il est déjà parti. Après, au niveau des absents, donc Ali Abdi, Hicham Boudaoui, même s'il était plus trop concerné, c'est quand même une sacrée perte pour le GC Nice pour ce match. Bombito, évidemment, ne sera pas là. Everton Pereira ne sera pas là. Bon, Tanguy Ndombele, là aussi. Est-ce que c'est vraiment grave de ne pas avoir Tanguy Ndombele sur ce match? Pas sûr de voir un Thiago Gouveia aussi hein, démarrer. Ça va être une grande interrogation, mais je pense pas. Voilà, en espérant ne pas voir Kevin Carlos et Isaac Johnson, évidemment. Donc, euh, donc voilà, moi si je dois faire mon 11, comme ça je vous ai parlé des interrogations, mais faire ce 11, ça serait Diouf, donc Kojo Pepra-Opong, Dante, Antoine Mendy, Bart Klose sur les côtés. Au milieu de terrain, bah, j'irai avec ce milieu quand même. Alors, je viens de le dire, je suis très fan de Djibril Koulibaly, mais j'irai quand même sur Van Sanson. Euh, et en attaque, ça serait, je mettrais Eli Wahi, Mohamed Ali Chou et peut-être Kyle Boudache et Sofiane Diop sur le banc.
Parce que Sofiane Diop, vraiment, récemment, je l'ai trouvé catastrophique. Même si j'aime beaucoup le joueur, hein, de base, hein, mais je ne l'ai pas trouvé très bon. Donc voilà, peut-être je partirai sur cette attaque. Tu as un score. Alors là, le score pour ce match, honnêtement, vu la gueule du match aller, vu la gueule des matchs de Nice, le 1-0, but d'Antoine Mendy, je prends. Voilà. Même en prolongation, si on doit aller en prolongation, je prends. Voilà. Je sais pas si vous avez vos pronostics dans le chat, mais j'irai sur ça. Alors, concernant l'OGC Nice, après peut-être on fera un point sur Saint-Étienne. L'OGC Nice, hier en conférence de presse, il y a eu un sacré imbroglio quand même. C'est qu'on n'avait pas l'info que Ali Abdi était parti avec la Tunisie. L'info est sortie en cours de conf. Donc le GC Nice appelle chacun à faire preuve de mesure et de respect envers son défenseur Ali Abdi. Donc il a dû prendre pas mal d'insultes à Ali Abdi. Alors est-ce qu'elles sont méritées? Est-ce qu'elles sont pas méritées? Honnêtement, j'ai du mal à comprendre cette histoire. On parle d'histoire de visa pour la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'il a dû rentrer en Tunisie. Est-ce qu'il a vraiment abandonné ses coéquipiers? Voilà, beaucoup, beaucoup d'interrogations. Alors, pris dans une polémique après son départ en Tunisie à la veille du barrage retour face à Saint-Étienne, Ali Abdi a reçu le soutien de l'OGC Nice. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club azuréen a dénoncé les menaces visant son latéral gauche, contraint de régler des démarches administratives avec la sélection tunisienne. Alors que son départ en Tunisie à la veille du barrage retour face à Saint-Étienne a fait polémique. Ali Abdi a été défendu par l'OGC Nice dans un communiqué publié ce jeudi. Le club azuréen a dénoncé le déferlement de menaces subies par son latéral gauche, parti régler des démarches administratives liées à son visa pour les États-Unis avant la Coupe du Monde avec la Tunisie. Nice explique que le joueur de 32 ans a été contraint de se rendre en Tunisie afin de ne pas compromettre sa participation au mondial. Le club rappelle aussi que les barrages Ligue 1 Ligue 2 ne figurent pas au calendrier FIFA et que la fédération tunisienne souhaitait récupérer son joueur rapidement. Entre défendre les couleurs de son club et pouvoir honorer une convocation pour une Coupe du Monde avec sa sélection, le choix humain et sportif était particulièrement difficile, ajoute le communiqué, avant de demander à chacun de faire preuve de mesure et de respect envers un joueur qui est victime au même titre que le club de ses péripéties. Bon, moi je prends ça, on peut prendre ça quand même vraiment comme un abandon. C'est sûr qu'il faut éviter le déferlement de haine, mais bon, c'est assez critique, dommage, je sais pas comment dire. Euh, Rappeler le contexte particulier entourant la situation d'Abdi. Le club avait engagé des discussions avec la fédération tunisienne afin de permettre aux joueurs de disputer deux matchs de barrage avec le gym. Un accord n'a finalement pas pu être trouvé dans un calendrier rendu extrêmement complexe par les dates FIFA. Ali Abdi a néanmoins tenu à être présent pour le premier match de barrage, démontrant une nouvelle fois son engagement envers le club et le groupe. Donc là, on voit dans les commentaires, hein, je ne sais pas si vous... dites-moi votre avis. Là, vraiment, on s'adresse aux supporters niçois, même aux autres. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette situation avec Ali Abdi? Est-ce que vraiment il a abandonné ses coéquipiers? Ça ressemble quand même, hein. Allez Bordeaux, bah nickel. Euh, Vous venez de perdre les derniers supporters qui croyaient encore en ce club qui est devenu une poubelle communiquée de clowns, tout comme sa présidence, qui n'a aucune autorité sur ses joueurs. Qu'on finisse comme Bordeaux, au moins, on rase tout et on repart à zéro. Bon voilà, c'est radical quand même, hein. Des péripéties, un communiqué complètement défaillant, un cas d'école à étudier par toutes les écoles de comme bullshit, un visa peut très clairement être établi sans présence physique du demandeur. Bon, et voilà, hein. Merci à Milan pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Atrix. Si tu ne connais pas le principe, on en live tous les matins, 10h midi, pour discuter de l'actualité football. Là aujourd'hui, hein, l'actu chaude, hein, c'est vraiment ce barrage Ligue 1, Ligue 2 entre Nice et Saint-Etienne. Donc voilà. Ils se détestent tous, aucun d'eux ne s'encourage et ne donne envie sur le terrain et sur le banc, mais il faudrait croire qu'il sera là pour le match vendredi. On veut un punch au Bornado, on veut une top pour raconter ce qu'il se passe réellement dans ce groupe de salopes. Waouh! La vache! Décidément, hein, on est bien sur TikTok et X, sur X, pardon. Donc la haine, il y a aucun filtre, hein. Je me demande si le mieux n'est pas de descendre vu le paillasson qui est devenu le club. Cela sera galère, mais au moins on pourra repartir sur des bas scènes et en plus, cela serait logique et mérité vu la saison. Allez Saint-Étienne pour ce soir. Non mais clairement, hein, je suis,
Honnêtement, si on se met en tant que, là, mon avis de supporter, vraiment, le club de Nice est devenu un paillasson, mais vraiment un paillasson, par rapport à tout ce qui s'est passé, hein. Si on reprend le fil de cette saison avec tous les joueurs qui ont pissé sur le club et à qui on les a défendus, on les a remis dans le 11, on les a intégrés au club. Vraiment, le blason au GC Nice a été vraiment piétiné, on a quand même craché sur le club, pas mal de joueurs. Et il y en a encore. Vraiment, vivement que cette saison elle se termine, que tous les joueurs qui ne sont plus concernés par ce club s'en aillent, vraiment, parce que, et même pour des prix dérisoires, à la limite, on s'en fout, euh, que le club soit racheté par quelqu'un d'autre, parce que vraiment, le nombre de personnes qui ont pissé sur l'équipe son au GC Nice, c'est quand même assez catastrophique. Plus après, les histoires de hooliganisme, d'envahissement de terrain, de supporters. Le problème de l'OGC Nice, c'est leurs supporters. Alors là, je pense pas. Je pense pas que vraiment le problème de l'OGC Nice, je pense que c'est vraiment une direction catastrophique déjà. Ça part de là quand même, les problèmes de Nice. Après, la colère des supporters est mesurée. Je parle de supporters, hein, je parle pas de hooligans ou de autre chose. La colère des supporters est totalement méritée pour, euh, pour, euh, pour ça. Et après, toutes ces histoires d'ultra, d'envahissement de terrain, de hooliganisme, ça c'est autre chose. C'est des trucs qu'il faut enlever, mais voilà, ça existe dans le foot. Et je pense que le vrai, vrai problème de ce club de l'OGC Nice, ça reste sa direction. Alors, je parle même pas de Jean-Pierre Rivière et Maurice Cohen, mais vraiment au-dessus, que ce soit Ineos et tout le board de ce club. Et après, en interne, hein, voilà, laisser le club se faire pisser dessus comme ça par ses joueurs. Voilà, hein, autant on cautionne pas tout ce qui est insulte, tout ça, tout ce qui est crachat, mais le nombre de joueurs Bref, bref, voilà, qui sont pas concernés par ce club, vivement que tout le monde s'en aille, mais qui fasse au moins une dernière fois le job, hein, pour ceux qui sont là, qui fassent au moins une dernière fois le job et que après ça s'arrête là, pour eux, dans ce club, hein. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vraiment, vraiment de la situation de l'OGC Nice, mais c'est risible quand même, c'est vraiment risible. Voilà, Nice joue son avenir en Ligue 1 contre Saint-Etienne au terme d'une saison irrespirable. Entre un arrêté préfectoral interdisant la présence de supporters niçois près du stade, le départ inattendu d'Ali Abdi en sélection, le gym a préparé dans un contexte mouvementé son match le plus important de sa saison, le barrage retour contre Saint-Etienne, ce soir. De l'espoir d'une participation à la Ligue des Champions au premier match de la saison à la trousse d'une possible relégation aussi douloureuse qu'inattendue, à l'issue du dernier, cette équipe niçoise a rendez-vous avec l'histoire. En cas de contre-performance vendredi soir, on se souviendra d'elle comme celle qui aura précipité un club quadruple champion de France dans les méandres d'une Ligue 2 qu'il n'a pas connu depuis 24 ans. Ce barrage au retour contre Saint-Etienne sera le match le plus important de sa saison, mais le gym aurait difficilement pu l'aborder dans un contexte plus perturbant. Raillé par la majorité de leurs supporters depuis de longs mois, sauf en finale de Coupe de France contre Lens, les Aiglons joueront vendredi soir dans une Allianz Riviera à huis clos, ce qui peut être mieux pour s'extraire de la pression populaire, mais la préfecture des Alpes-Maritimes s'attend à du grabuge en cas de contre-performance. Alors elle a fait du quasi inédit, 2 semaines après l'envahissement de terrain, au coup de sifflet final de Nice-Metz, qui avait causé 600 000 euros de dégâts, elle a interdit jeudi toute présence de supporters niçois aux abords du stade et des commerces environnants, ou du centre d'entraînement. C'est commun à l'extérieur, beaucoup moins à domicile. Mais c'est peut-être plus sage, notamment lorsqu'on voit le déferlement de menaces à l'encontre d'Ali Abdi proféré sur les réseaux sociaux. Le message lancé par un leader des Ultras hawaï. Le latéral tunisien a animé la journée de jeudi par son absence, tiraillé entre Nice, qui voulait garder toutes ses forces vives pour ses 2 derniers matchs de la saison, et la fédération tunisienne qui a eu de cesse de lui mettre la pression pour qu'il rejoigne au plus tôt la sélection, jusqu'à lui faire 3 réservations de vol pour le Maghreb depuis samedi. Abdi a fini par décoller, animé par la volonté de mettre en règle son visa pour les États-Unis. Le club qui envisage désormais de sanctionner lui aurait assuré que des solutions étaient possibles pour mener à bien ses obligations administratives tout en étant présent au barrage retour. Mais dans son entourage, on argue que cela mettait en danger ses chances de participer à la Coupe du Monde. Dans la soirée, le club a précisé que le joueur était déterminé à revenir soutenir le groupe vendredi soir. Évidemment.
Dans quel état sera ce dernier? Privé également d'Hicham Boudaoui, protocole commotion. Si l'on s'en tient au seul Eli Wahi, la vie continue. Suspendu mardi et resté sur la Côte d'Azur pour optimiser son repos, l'attaquant ivoirien est frais. Il a peaufiné sa préparation de ce qui sera son dernier match avec les Aiglons, en plus des séances en club. Il a épluché le jeu défensif des Stéphanois à la vidéo avec son staff personnel et il a bien retenu une phrase lancée par un leader des Ultras après la finale perdue au Stade de France. Sauve-nous, on compte sur toi. Dans ce contexte, le facteur X niçois peut servir. Donc voilà pour Nice. On va parler quand même de Saint-Étienne, hein, parce qu'on a fait un gros passage sur Nice. Thomas Lantier, je vois ton message, hein, PSG 6, Arsenal 1. On parlera juste après de la finale de Ligue des Champions pour faire notre petite preview de ce match quand même. À Saint-Étienne, le trio Cardona, David Stassin symbolise les problèmes offensifs des Verts. Pour espérer monter en Ligue 1, les Verts comptent sur un réveil d'Irvine Cardona, Zurico Davidashvili et Lucas Stassin qui, à l'image de ce qu'ils ont montré lors du barrage aller face à Nice, ne sont plus vraiment décisifs. C'est un article de Laurent Grandcola. Lors du match des playoffs de Ligue 2 face à Rodez le 15 mai, Philippe Montagnier avait misé sur Brice Maubleu, entré dans le temps additionnel. Un pari gagnant qui avait permis à Saint-Etienne de se qualifier grâce à 4 arrêts du gardien numéro 2 dans la séance de tir au but. On imagine volontiers que cette option sera une nouvelle fois envisagée ce vendredi soir à l'Allianz Riviera face à Nice si les deux équipes ne se sont pas départagées à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Mais si miser sur un 0-0 ou un nul peut devenir une stratégie en fin de rencontre, les Verts devront surtout marquer s'ils veulent retrouver la Ligue 1. Et c'est là une équation qui pose de plus en plus de problèmes aux joueurs stéphanois. On se souvient du match aller face aux Niçois mardi et à la pauvreté offensive, un score nul et vierge logique avec aucun tir cadré de part et d'autre. Et un piteux 0,11 expected goal côté à SSE. Ce jeudi en conférence de presse, Montagnier ne voulait pas dramatiser. L'équipe n'a pas manqué d'entrain dans l'animation, notamment dans le dernier tiers du terrain. On peut dire que ça a été pauvre. C'est un match à ne pas renouveler sur le plan offensif forcément. Mais concernant le dynamisme, la générosité, l'application, je trouve que ça a été plutôt bien. Mais pas assez juste et pas assez précis offensivement. Dans ce match, le trio offensif stéphanois formé par Irving Cardona, Lucas Tassin et Zurico Davidashvili n'aura montré aucun signe positif avec une prestation indigente par moment. Tassin n'a touché que 3 ballons dans la surface adverse, un seul pour Cardona et aucun pour Davidashvili. Pour les tirs, on l'a dit, tous non cadrés, l'attaquant géorgien n'en a effectué qu'un contre aucun pour ses deux compères de l'attaque. Les suiveurs des Verts ne découvrent pas aujourd'hui ce désert offensif, excepté contre Amiens face à une équipe picarde démobilisée et déjà reléguée lors de la dernière journée de Ligue 2. Saint-Etienne n'a inscrit qu'un seul but sur ses 5 autres dernières sorties. Cela ne se joue pas à grand-chose, positiver Montagnier. Souvent, c'est un appel ou deux qui manque, une dernière ou avant-dernière passe qui n'est pas assez précise. On a eu plutôt des bonnes amorces, mais on a pêché un peu dans la connexion entre les joueurs. Il serait bon de la retrouver ce vendredi soir, ou à défaut, il faudra compter à nouveau sur Maubleu. Alors, on nous dit dans le commentaire de cet article, Saint-Etienne est une équipe niveau Ligue 2, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'offensivement, elle soit à la peine. Pour rappel, ces 3 joueurs étaient déjà présents dans l'effectif l'année dernière et Saint-Etienne est quand même descendu. Il n'y a pas de miracle, l'effectif stéphanois dans son ensemble est très très faible, du gardien au défenseur, milieu et attaquant, la plupart n'ont pas le niveau Ligue 1, c'est une réalité. La chance de Saint-Etienne, c'est que Nice de son côté n'est pas au mieux. Moi, pour le coup, je suis vraiment plutôt d'accord avec cet avis. Vraiment, Saint-Etienne. Autant c'est du 50-50 parce que Nice est dans une situation catastrophique, mais autant Saint-Etienne, vraiment, qui ressortir, hein, Lucas Tassin, c'était plutôt un bon joueur, il avait des offres la saison dernière. Il est resté du côté de Saint-Etienne. Est-ce que vraiment c'est une solution? David Tachvili, c'est un bon joueur techniquement, mais est-ce que voilà, vraiment c'est des joueurs de Ligue 1? Peut-être que les deux là qu'on vient de citer, c'est des joueurs Ligue 1, mais après le reste de l'équipe, on souffle quoi, on souffle. Donc voilà pour ce match de barrage. Évidemment, ben, on aura notre réaction lundi. Lundi en live, hein, on sera pour discuter de ce barrage en espérant que Nice soit en Ligue 1. Je vous invite quand même, vu ce qui attend Nice la saison prochaine, mieux vaut qu'ils descendent. Non, 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 non. Euh, Vaut mieux que Nice reste en Ligue 1, que comme ça, on puisse retrouver un nouveau propriétaire et que à la limite, euh,
Souvent, quand tu es dans la difficulté, tu réfléchis mieux à comment, tu organises un football. Après évidemment, ça passera par le directeur sportif, mais non, il faut surtout pas, mais surtout pas descendre en Ligue 2. Déjà, juste en tant que supporter, grand respect à la Ligue 2, mais j'ai pas envie du tout de voir des matchs de Ligue 2 la saison prochaine. Ça y est, je me suis tapé une saison de Nice, catastrophique. On a connu, hein, moi j'ai 28 ans, on a connu les maintiens de Ligue 1 avec l'OGC Nice. Donc, hem, vraiment je veux pas descendre en Ligue 2. On a été prêt, on a mangé Gucci pendant quelques années avec tout ce qui est, Ben Arfa, Balotelli, et tout le reste. On est prêt à revenir à des équipes qui se maintiennent, des équipes, qui sont dans le dur, mais en Ligue 1 évidemment. Le propriétaire ne mettra pas 1 euro. Oui, qui va sortir 200 millions pour Kevin Carlos Co? Alors pour Kevin Carlos, hein, celui qui sort 200 euros. 200 euros, c'est un génie. Euh, vraiment. Euh, mais il y a des repreneurs. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que c'est des Américains. Les Américains dans le foot, des fois, je pense qu'ils aiment pas trop ça. Ils n'ont pas encore compris le concept du football. Ils sont toujours vraiment sur leur truc d'Américain, là. Mais je préfère ça que vraiment que Ineos reste encore à la tête du club, hein. Vraiment, le club, il est parti en couille depuis quelques années. Et cette année, bah, vraiment, c'est l'apogée de ce qui a pu se passer. Et voilà, si tu veux un repreneur, il faut que tu restes en Ligue 1. En Ligue 2, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, je pense que sur le barrage, on a fait le tour. On a fait le tour. On va parler quand même du football plus intéressant quand même, hein. Samedi, on a quand même un vrai match de foot entre le PSG et Arsenal. Donc on va faire la preview aujourd'hui. Malheureusement, je pourrais pas être en live, demain. Donc voilà pour cette preview. Euh, Entre le PSG et Arsenal, finale de Ligue des Champions quand même, hein, PSG deuxième finale d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Potentiellement 2 Ligues des Champions d'affilée. Il rentrerait dans l'histoire quand même cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc on le voit. J'ai oublié de le dire pour Nice-Saint-Etienne, mais je crois que Nice au niveau des cotes est plutôt favori. Et on va le rechecker ça rapidement. Et après, je vous laisse tranquille avec ce match de con. Voilà, 2 pour Nice, la cote, 4 pour Saint-Etienne. Évidemment, les amis, on fait extrêmement attention si on fait des paris sportifs. On ne met pas le PEL, on ne met pas la maison. Mais voilà, déjà, première indication au niveau des cotes, le Paris Saint-Germain contre Arsenal est plutôt favori 2,25 à peu près, et 3 pour Arsenal. Au niveau des compos, qui sera aligné sur ce terrain pour cette finale de Ligue des Champions? Côté Paris Saint-Germain, honnêtement, je pense que j'ai pas trop de doutes. On aura Matvei Safonov dans les cages, Pacho Marquinhos en défense. Hakimi a fait son retour à l'entraînement, donc il devrait être présent. Nuno Mendes à gauche. Au milieu de terrain, alors la seule interrogation, voilà, au vu de la saison de Zaïre Emery, est-ce qu'on aura Warren Zaïre Emery ou Fabien Ruiz au milieu de terrain? Sinon, Vitinha, João Neves. Et en attaque, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Je pense que Barcola restera sur le banc. Côté Arsenal, là aussi, très peu d'interrogations, hein, c'est le dernier match de la saison, normalement, tu as ton effectif. David Raya dans les cages, Gabriel Saliba en défense centrale. Alors là, sur les côtés, Juren Timber, normalement, est toujours absent, du coup. En tout cas, il est incertain, mais ça m'étonnerait qu'il débute, donc on devrait voir Mosquera ou... Bah, du coup, Ben White est blessé, donc il n'y aura pas de Ben White, ce sera plutôt Mosquera. Et à gauche, alors là, on nous met Calafiori. Je préférais voir peut-être un Incapié, pardon, pour cette équipe d'Arsenal. Au milieu de terrain, Declan Rice, je pense qu'il sera là. Après, l'interrogation, ça sera Zubimendi, Eze ou plutôt Martin Odegaard. Je pense que Eze sera titulaire. L'interrogation, c'est plutôt Zubimendi ou Martin Odegaard. Dites-moi dans le chat, hein, qui vous mettrez pour ce 11 des Gunners. Et après en attaque, Victor Gyökeres, je pense que occupera la pointe de cette attaque. Bukayo Saka à droite et à gauche, Leandro Trossard. Je pense que je me trompe pas. Possiblement Martin Odegaard restera sur le banc, mais
Mais ça reste, voilà, c'est peut-être la seule interrogation, hein, au milieu de terrain pour les 2 équipes. Fabien Ruiz ou Warren Zaïre-Emery et Zubimendi hem, comment il s'appelle? Martin Odegaard. Voilà. Après, que dire sur ce match? On a plusieurs articles, hein, au sujet de Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery du coup, Luis Enrique encore une fois. On a parlé de Vitinha hier. Donc déjà, avant qu'on me pose la question si je dois donner un prono, je le rappelle, je mettrai le Paris Saint-Germain vainqueur de la Ligue des Champions pour la deuxième fois d'affilée. Hem, si je vous donne un vrai pronostic sur le score, je mettrai possiblement, comme la saison dernière, hein, sur la demi, si je dis pas de bêtises, 2-1 pour Paris. Je vois bien encore une fois un but de Dembélé et Désiré Doué ou Vicha Kvaratskhelia. Après côté Arsenal, est-ce qu'ils vont mettre ce fameux but sur corner en finale de Ligue des Champions? Donc on dirait peut-être un Gabriel en finale de Ligue des Champions pour cette équipe d'Arsenal, mais je vois bien une victoire 2 buts à 1. Voilà. Alors, on va commencer avec Désiré Doué, gainage, position, surface de contact, timing, la technique de frappe de Désiré Doué qui lui permet de surperformer face au but. Ah vraiment, on va parler de ça là? Ah putain, je m'attendais à un meilleur truc quand même. Euh... Putain, mais il est vraiment beau ce maillot du Paris Saint-Germain, j'avais pas fait gaffe, hein. Ok, donc Désiré Doué. On se rappelle, hein, la fin de saison dernière, hein, avec le Paris Saint-Germain, c'était plutôt Barcola qui était titulaire, mais en fait, Désiré Doué, il lui a clairement pris la place à partir des matchs contre Liverpool. Son apogée, son climax, c'est vraiment la finale de Ligue des Champions. Là, cette saison, il a fait un peu du héros ball en début de saison. Il s'est un peu remis à l'endroit à partir des barrages quand même. Et là, du coup, voilà, nouvelle montée en puissance de Désiré Doué à l'approche de la Coupe du Monde aussi. Faut qu'il se démarque. Et donc, je pense qu'il va être clairement titulaire et ça va être un homme clé de cette finale, hein, en espérant voir la même finale que l'année dernière, hein, parce qu'il avait fait vraiment du sale, comme on dit. Alors, la qualité de frappe de Désiré Doué est un atout majeur du club parisien lors des grands rendez-vous. Double buteur lors de la finale de l'an dernier face à l'Inter Milan. Le voilà au pied d'un nouveau sommet contre Arsenal. Alors, on peut parler de sa technique de frappe, hein, c'est ce qui va être dit dans l'article, mais on peut aussi parler de sa technique de passe. Je trouve que vraiment Désiré Doué a une très très belle qualité de passe, une belle vision de jeu. Évidemment, dans le dribble, on connaît sa qualité. Des fois, il force un peu trop, mais bon, c'est un peu le péché mignon de tout dribbleur. Faudra pas qu'il en fasse trop sur ce match, hein, parce qu'il peut être vite puni aussi. Donc on verra. Aston Villa, Monaco, le Bayern Munich, l'Inter Milan, Leverkusen, depuis l'arrivée de Désiré Doué dans la capitale à l'été 2023, l'été 2024, nombreux ont été les coups d'éclat européens de celui qui fêtera ses 21 ans le 3 juin. Hein, seulement 21 ans pour Doué. À l'origine de ce succès, une technique de frappe bien particulière qui permet aux Parisiens de largement surperformer à la finition lors des rendez-vous continentaux. Cette saison, Doué a accumulé 1,94 d'expected goal en Ligue des Champions pour 5 buts. C'est encore mieux que la saison dernière au cours de laquelle il lui avait fallu 2,71 d'XG pour arriver au même total. Une efficacité hors norme alors même que Doué tente sa chance dans des positions peu avantageuses. En moyenne en Ligue des Champions, les frappes du Parisien correspondent à 0,08 d'XG. Seul son coéquipier Vicha tente des frappes avec une valeur aussi faible, loin derrière d'autres cracks comme Lamine Yamal 0,15 ou Vinicius 0,14. Une technique du coup de pied maîtrisée. On en vient à la technique, là où certains attaquants enveloppent le ballon de l'intérieur du pied. Doué choisit le plus souvent de le percuter de plein fouet en utilisant son coup du pied dans un mouvement ample et presque rectiligne. Le produit une frappe sèche avec peu d'effet mais une trajectoire tendue et une puissance étonnante. Une technique manifestement efficace et que le français semble maîtriser des deux pieds. Lui qui a marqué plus de buts avec son mauvais pied qu'avec son bon pied cette saison en Ligue des Champions, et une technique qu'il peut mettre en place grâce à ses capacités physiques naturellement élevées et qu'il a beaucoup développées. Il y a une forme de métamorphose athlétique en arrivant en pro, expliquait-il il y a un an. Expliquait Mathieu, il y a un an, Mathieu Le Scornet, désolé, je sais plus lire, un de ses formateurs à Rennes. C'était déjà un bolide, un 4x4 avec des ischios déjà massifs, mais après, il a mis toutes les options. Il est fort du dos, des pecs, des quadris, des bras, un gainage musculaire décisif comme on va le voir pour mettre force et précision dans ses frappes. Lors de la demi-finale
Retour de Ligue des Champions à Munich, Doué a tenté sa chance à 4 reprises sans pouvoir tromper Manuel Neuer. À chaque fois, c'est du coup de pied qu'il a frappé et avec cette même amplitude. Le geste s'initie loin derrière le ballon et se poursuit dans un mouvement rectiligne pour accompagner sa frappe. Le placement des épaules au-dessus du ballon lui permet de le dominer pour mieux apporter de la puissance sans que le cadre ne lui échappe. La force de Doué réside aussi dans sa facilité à frapper en pleine course, y compris quand ce n'est pas une course vers l'avant. Ici, contre Brest, le Parisien déclenche après une conduite de balle vers sa droite. Son pied d'appui est parfaitement placé à côté du ballon. À nouveau, son geste est ample mais maîtrisé et à la suite de l'impact, son pied accompagne le ballon dans un geste rectiligne, tout en contradiction. Un geste aussi ample que brutal, extrêmement exigeant en termes d'équilibre. Il doit en effet résister à son propre élan qui l'amène vers sa droite. Il tombera d'ailleurs après sa frappe tout en exerçant de la force dedans. C'est là notamment que le gainage de Doué est précieux. Il lui permet de conserver une posture qui l'aide à dominer le ballon, tant en termes de trajectoire que de puissance. Ah ouais, c'est dit dans l'article, hein. Imaginez-le à 25 ans, après quelques années d'expérience, il sera meilleur. C'est vrai qu'il a seulement 21 ans. Merci à Tom pour le follow. Salut, j'espère on gagne ce soir. Effectivement, on espère gagner ce soir, évidemment. Euh, on va gagner, quoi qu'il arrive pour ce match de barrage. On continue sur la Ligue des Champions quand même, parce qu'on était sur ça. Euh, voilà, l'aube de cette Ligue des Champions. Donc, les armes clés du Paris Saint-Germain, on l'a dit, on a parlé de Vitinha hier, on a parlé de Pacho aussi tout au long de la semaine. Mais bon, qui n'est pas une arme fatale dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Joao Neves, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Kvaratskhelia, le Ballon d'Or, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, pardon, Matvei Safonov, qui est devenu un gardien de niveau mondial. Euh, voilà, vraiment, vraiment, il y a que des joueurs de top, top niveau. Paris vont gagner, ouais, Paris va gagner, hein, ça sent quand même, hein. Euh, donc voilà, on va parler de même ceux qui jouent, qui vont potentiellement pas jouer ce match, sont des cracks. On peut parler de Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, est-ce qu'il sera titulaire, pas titulaire, mais en cas, il y aura Fabian Ruiz sur le banc. Euh, Bon, après, les autres, hein, les Ilyes Barny, tout ça, on peut mettre de côté quand même. Euh, mais voilà. Bon, Lucas Beraldo, maintenant, hein, c'est un milieu de terrain, il n'a jamais été aussi fort. Euh, Seny Mayoulou, Dro Fernandez, bon, il a encore du mal, mais même Kanguini, c'est un top joueur. Gonzalo Ramos, c'est un top joueur. Ibrahim Mbaye, on l'a un peu moins vu aussi, mais lui aussi, c'est peut-être sûrement un futur crack. Même le jeune Quentin Djantou. Euh, donc voilà, vraiment que de la qualité. Lucas Chevalier, on a beau le critiquer, tout ça, ça reste quand même un top gardien qui a vraiment du mal à trouver ses repères dans cette équipe, mais ça reste un top gardien qui est blessé là pour la Coupe du Monde, donc c'est pour ça qu'il a été mis de côté. Donc voilà, après Isaiah Zabrani était considéré comme un potentiel aussi. Donc, euh, donc pourquoi pas la saison prochaine, là cette année, c'est vrai qu'il a été quand même assez décevant. Titulaire 47 fois cette saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery débutera-t-il à droite, au milieu ou sur le banc face à Arsenal? Tout est possible. Alors qu'Achraf Hakimi est de retour, Warren Zaïre-Emery constamment titulaire, ou presque cette saison, peut-il commencer sur le banc face à Arsenal en finale de Ligue des Champions ce samedi? Il reste un doute. C'est un article de Hugo Delhomme avec Emery Ten. Il y a une forme de folie dans la trajectoire de Warren Zaïre-Emery. Les débuts à 16 ans, ce statut de crack, c'est moins sombre depuis sa renaissance. Désormais, le Parisien a 20 ans, mais donne l'impression d'avoir déjà traversé 1000 carrières. Un nouvel épisode majeur aura lieu samedi, avec une finale qui pourrait le faire entrer dans l'histoire parmi les plus jeunes vainqueurs de 2 Ligues des Champions. Un événement qu'il vivra dans un premier temps depuis le banc. Le paradoxe est là, on peut donc avoir joué 53 matchs, donc 47 comme titulaire, être le joueur le plus utilisé cette saison, 4200 minutes, et se retrouver à la veille du plus grand rendez-vous de l'année sans avoir de certitude sur sa position du lendemain. Ainsi va la vie de Zahir Emery, l'homme qui a tenu le côté droit une grande partie de l'hiver et qui aura été en demi-finale retour face au Bayern Munich, l'un des seuls défenseurs cette saison en Europe à limiter l'influence de Luis Diaz. Ces derniers jours, à mesure que les séances s'achevaient, l'hypothèse a pris corps, et si un mois après sa blessure à une cuisse en demi-finale aller, le 28 avril, Achraf Hakimi était aligné d'entrée. Le Marocain, comme évoqué dans nos colonnes la semaine dernière, n'a lui jamais douté de son retour à temps. Il a franchi les étapes pas à pas sans imaginer rater le rendez-vous hongrois.
Samedi soir, dans l'entourage du groupe professionnel, on se veut prudent sur l'identité du latéral droit et on rappelle que Luis Enrique est capable de faire évoluer ses idées jusqu'au matin des matchs. Alors, merci à Jim déjà pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Merci à Julie aussi pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hat-Trick, hein, de plus en plus de Niçois quand même, ça fait plaisir dans cette communauté. Ça fait un moment qu'on vous cherche les amis, mais vous êtes là. Donc merci à tous d'être présents. Issa Nissa, victoire obligatoire ce soir, est-il possible avec la manière? Et si possible avec la manière? On espère avec la manière, même si elle n'y est pas, rien à foutre, tant qu'on gagne, ça me convient. Salut à Théo qui est présent aussi sur le live. Un ami marseillais quand même, on peut avoir des amis marseillais, on n'est pas des haineux. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais très bien aussi. C'est officiel, Grégory Lorenzi est officiellement le directeur sportif de l'OM. Eh ben, on va en parler juste après. Là, on reste quand même sur cette finale de Ligue des Champions, mais on va en parler juste après de cette Olympique de Marseille, de Grégory Lorenzi, des chasses à la top et tout le reste. On va en parler. Juste finir sur l'article. Merci pour les likes, hein. N'hésitez pas, hein, à bombarder les likes aussi. C'est juste, vous avez juste à taper sur votre écran. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Ça nous aide beaucoup. Ça nous fait monter dans le référencement TikTok. N'hésitez pas aussi, on est en live, vous le voyez, sur Twitch. Donc, si vous voulez venir nous follow au moins sur Twitch, c'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement. Après, si vous voulez vous abonner, ça me ferait chaud au cœur. Mais si déjà, lâchez le petit follow sur Twitch, ça nous aiderait beaucoup. Voilà. On est sur YouTube, on est surtout, hein, tu tapes Hat-Trick FR, le petit logo vert que tu vois sur les lives, tu peux t'abonner de partout. TikTok, Instagram, Snapchat, Thread, on est sur Facebook, on est sur les plateformes de podcast, on est sur Twitch, on est sur YouTube, donc n'hésitez pas. Pourquoi tant de haine contre Nice et les supporters? Eh ben, c'est une question auquel je n'ai pas la réponse. Après, il y a quand même 2-3 trucs où Nice l'a cherché. Snap, etc. Vous rendez les abonnements. Bah, si tu souhaites qu'on rende les abonnements, on peut le faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on disait quoi? Oui, on était sur un article sur Warren Zahir Emery, les amis. On lâche pas cette finale de Ligue des Champions quand même, hein. Ça va être quand même le match de l'année. Enfin, la finale de Ligue des Champions samedi soir. Donc le trio du milieu part avec une longueur d'avance. Reste une question. Donc on était sur Warren Zahir Emery là par rapport à cette finale. Face à Leandro Trossard, Hakimi peut-il tenir? Et si oui, combien de temps? Je pense que Hakimi, Leandro Trossard, même s'il est chiant à jouer, hein, ce joueur, hein, il a quand même. Hakimi, il est quand même, je pense, supérieur. Le titularisé comporterait une part de risque non négligeable. Machine athlétique, le Marocain qui dispose de l'une des plus grosses VMA de l'effectif ne peut recouvrer l'intégralité de ses aptitudes. Et au milieu, Zahir Emery peut-il semer le doute sur la hiérarchie? Peu probable, le trio Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz a apporté trop de garanties dans les grands rendez-vous aux yeux de Luis Enrique pour être décomposé, un sort de finale européenne. Quand il évoque l'équilibre de son équipe, le technicien n'oublie jamais en privé de souligner l'influence du milieu espagnol. Laisser Zahir Emery sur le banc en coup d'envoi aurait au moins un grand intérêt, permettre à Luis Enrique de disposer de son français sur les deux postes et lui offrir en fonction des scénarios des options différentes. C'est avec une marge importante, le meilleur et plus fiable de tous les joueurs de l'effectif cette saison. Encore une fois, il est vu comme le jeune formé au club dont la variable d'ajustement. Mais qu'aurait fait Ruiz cette saison pour mériter de prendre la place de Warren Zahir Emery au milieu? Depuis son retour, il a été mauvais, hormis en faisant une passe à Munich. Bon après, il fallait qu'il retrouve une condition physique quand même, Fabien Ruiz. Ou par ailleurs, il a bénéficié de la stratégie consistant à garer le bus, ça lui a évité de devoir couvrir. Ouais, sur le banc est égal à un crime. Bon, voilà, des mots forts de Omnisportman, hein, sur l'article de l'équipe. Je reviens après, j'ai des trucs à faire, mais je reste sur le live si ça te dérange pas, mais je pourrais pas parler, désolé. Pas de problème, hein. Moi, vous faites ce que vous voulez sur ces lives, hein. Si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas. Mais si vous voulez juste regarder, hein, vous êtes évidemment les bienvenus, hein. On est capable de parler de foot pendant des heures tout seul, donc avec vous, c'est encore mieux. Merci de me répondre. Certains lives autres clubs ne me répondent pas. Eh ben, on peut dire que c'est pas très sympa, c'est pas très sympa. Nous, on essaye de répondre au maximum, hein. Je préfère qu'il y ait de l'interaction entre nous que je fasse des monologues pendant 2 heures, même si j'en suis capable, il y a pas de souci. Je préfère qu'il y ait des gens sur les lives, sur les chats, que ça soit Twitch et TikTok, je le rappelle, que parler tout seul.
Par contre, si je rate des informations, tu pourras me redire, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les amis. Posez. Si vous avez des choses à dire sur le chat, des affirmations, des questions, peu importe, n'hésitez pas. Pour répondre, Jules, le problème, c'est certains supporters. Je suis à la BSN et il y en a certains qui abusent. Bah, évidemment, il y a toujours des gens dans l'extrême, hein. Donc, ouais, des fois, c'est sûr qu'il y a des personnes qui abusent. C'est des fous, ceux qui ne répondent pas, ils s'en foutent de la communauté, en fait. Alors, après, des fois, alors je sais pas sur quel chat tu vas, mais des fois, tu peux pas tout lire. Moi, pour le coup, vu qu'on n'est pas des milliers non plus, je peux répondre à tout le monde. Et j'essaye de répondre au maximum. C'est rare que je rate un commentaire. Voilà. En tout cas, un, un chat. On continue sur cette finale de Ligue des Champions. Le foot anglais correspond exactement à ses qualités et à son caractère. Luis Enrique, une passion anglaise. Comme joueur puis comme technicien, Luis Enrique a toujours cultivé une attraction pour le foot britannique et sa manière entière et fiévreuse de vivre ce sport. C'est un article de José Barroso. L'affaire est pour le moins contre-intuitive de la part d'un homme qui a fait toute sa carrière de joueur en Liga. Giron, Real Madrid, Barça, est tombé amoureux de la philosophie blaugrana avant de devenir un technicien chantre du jeu de position et de possession. Mais le fait est que Luis Enrique a toujours cultivé une fascination pour le foot anglais et plus globalement britannique. Pas forcément pour le style, on s'en doute davantage pour la manière si entière de voir et de vivre ce sport de l'autre côté de la Manche. Un engagement total sur les pelouses, une ferveur à fleur de peau dans les tribunes, un lien viscéral au club, comme des morceaux d'identité. À la réflexion, on n'est pas très éloigné de la façon dont l'Asturien sent le ballon rond. Tu peux rajouter comme info que Nice sera en Ligue 2 dès ce soir. Et ben, on verra ça, les amis, on verra ça. On ne l'espère pas, évidemment. On ne souhaite pas. Et ça n'arrivera pas. Nice restera en Ligue 1 à la fin de saison. Le courage, la mentalité de toujours lutter, de mettre le pied sans se poser de questions, le foot anglais correspond exactement à ses qualités et à son caractère, souffle un proche. Luis Enrique était complet, mais il n'a jamais été un surdoué de la technique comme un Zidane. Il admirait la tranquillité balle au pied d'un Guardiola, mais il ne faut pas oublier que c'est un gars du nord de l'Espagne, plus proche de la mentalité rebelle et combative, du Sporting Gijón de Bilbao ou de la Real Sociedad. Presque incognito à Anfield, avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool, le 14 avril, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain a d'ailleurs raconté que juste après avoir raccroché les crampons au mi-temps des années 2000, il était allé voir un match à Anfield incognito dans le COP, capuche sur la tête. Il avait été reconnu par un supporter des Reds, tout surpris de voir le néo-retraité espagnol traîner là. Je ne sais plus quel match c'était. Mais je voulais vivre ça en tant que supporter dans l'un des meilleurs stades du monde, expliquait-il en avril. À l'époque, Luis Garcia, ancien attaquant catalan passé par le Barça, jouait ici et il nous avait eu des places. J'ai beaucoup apprécié, c'était différent. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Vous méritez pas de rester. Rien à foutre. Alors, autant je te l'accorde que Nice a été dégueulasse et vraiment, si t'es un supporter, enfin, si tu ne suis pas forcément Nice ou Saint-Etienne pour cette saison, je peux comprendre hein, la volonté de voir Nice descendre, vu la qualité de jeu proposée. Nous, on veut voir du vrai football. Mais bon, voilà, rien à foutre si on reste en Ligue 1, même en proposant du jeu comme ça. Et autant vous dire que je pense que Saint-Etienne ne mérite pas forcément de monter vu la qualité de jeu aussi. Donc bon, rester dans les mêmes championnats, ça m'étonnerait pas. Saint-Etienne n'est pas bien, hein, mais juste leur public mérite plus que le vôtre. Rien à foutre du mérite des publics, j'en ai rien à foutre, ok. L'une des meilleures équipes, là c'est l'une des meilleures équipes de l'histoire du championnat de France. Ça reste Monaco, ok, les amis. Donc public, pas public, c'est sûr, on veut voir des belles ambiances, mais que les belles ambiances, que la belle ambiance de Saint-Etienne reste en Ligue 2. Et après, je t'invite quand même à aller voir deux trois matchs à l'Alliance. Alors, autant quand la BSN n'est pas là, le stade est assez silencieux, mais autant merci à la brigade pour les choses positives quand même qu'ils font. Il y a une sacrée ambiance dans ce stade quand ils sont présents. Et il y a eu beaucoup. Alors, pas tout le monde le dit, c'est assez mitigé, mais il y avait seulement 15 000 supporters au Stade de France pour ce match de Coupe de France, et on les a entendus.
Voilà. Donc au moins à ceux qui font pas de conneries dans les stades, merci à ceux qui sont présents dans les tribunes pour mettre, de l'ambiance. Même moi, hein, qui suis un supporter de football, je suis pas vraiment le plus grand chanteur dans un stade, donc merci à ceux qui sont là pour mettre l'ambiance. Voilà. Voilà, je soutiens la BSN, merci beaucoup. Je parle de leur comportement, il y a souvent des soucis avec vos supporters. Je parle pas de tous. Ouais, mais du coup, dans ce que tu racontes, tu fais des globalités qui sont catastrophiques, comme beaucoup de gens, hein, on les a vus les commentaires où, à Nice, il y avait que des fachos, hem et que des Mongols. Non, non, ce n'est pas vrai. Hem mais en tout cas, voilà, je vous invite quand même, que ça soit Ligue 1 ou Ligue 2, hein, à venir voir un match à l'Allianz Riviera quand le stade, même si le stade n'est pas plein, tu entends quand même, bien les supporters. En tout cas, je vous invite à vivre l'expérience quand même. Ça reste un beau stade, hein, même s'il y a pas forcément beaucoup de monde, ça reste un très beau stade, chiant d'accéder, mais mais ça reste un beau stade. Alors, on continue sur Luis Enrique, hein, à chaque fois on me ramène au blason, mais on est quand même sur cette finale de Ligue des Champions. Euh, donc sur Luis Enrique, ce que Luis Enrique ne précise pas, c'est qu'il avait fait de même à Celtics Park. Donc on parlait de Luis Enrique qui avait en tant que retraité, il était allé voir un match à Anfield en tant que supporter, et il a fait pareil du côté du Celtic Park lors d'un match de Ligue des Champions, alors qu'il venait de passer de l'autre côté du miroir. Il avait juste envie de découvrir de telles ambiances dans la peau d'un spectateur lambda d'entonner le You'll Never Walk Alone, noyé dans les virages. Le joueur déjà il était impressionné et charmé par les ambiances des stades de Première Ligue, où il aurait aimé connaître une expérience là-bas, mais l'occasion ne s'est jamais présentée à lui. Ah, c'est sûr que l'ambiance des stades espagnols, c'est pas la même. Il y en a un ou deux quand même qui sont plutôt pas mal, mais sinon ça reste assez mitigé quand même, l'ambiance. En Espagne, en tout cas de ce que l'on voit, je sais pas s'il y en a qui ont visité des stades espagnols et qui peuvent me dire, mais de ce qu'on voit à la télé, c'est pas les plus grands chanteurs dans les stades espagnols. Euh, Cela ne l'a pas empêché de souvent briller contre les clubs britanniques. Il a d'ailleurs affronté Arsenal à deux reprises, marquant à chaque fois 1-1 au Camp Nou en septembre 99, 4-2 un mois plus tard à Wembley. Dans sa carrière, il a aussi été marqué par deux figures du football britannique, pardon, l'ancien défenseur irlandais Kevin Moran, qui avait deux fois son âge et dont il n'a jamais oublié l'accueil bienveillant à son passage comme pro à Gijón. Et Sir Bobby Robson, son coach lors de sa première saison au Barça, dont il a adoré les manières de gentleman et de management très humain. Quel coach, faut le dire, il a fait le taf dans ce club du PSG, j'espère qu'il apprenne encore. Ah, c'est sûr que Luis Enrique, même s'il ne gagne pas ce soir, hein, il est reconnu vraiment comme un sacré coach du football mondial, hein. Ce qu'il a pu proposer, remettre un Dembélé sur le devant de la scène, accepter de séparer d'un Kylian Mbappé, quoi qu'il arrive, d'un Neymar, et de mettre ce style de jeu dans le Paris Saint-Germain. Alors, ça gagne, mais en plus, autant c'est. En plus, voilà, le Paris Saint-Germain a perdu cette image un peu de club de stars. Et en plus, ça joue vraiment un football assez incroyable. Quand même, honnêtement, hein, ça fait 2 ans, voire trois maintenant, vu qu'il avait fait quand même une demi-finale juste avant de la gagner, où il propose du football assez exceptionnel. Autant je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, autant faut reconnaître que le football présenté par le Paris Saint-Germain, on se régale. Sachant que voilà, depuis tout à l'heure on parle de Nice, mais de bien d'autres clubs où on s'est bien chié quand même. Mais même d'autres gros clubs, hein, qui sont assez dégueulasses à voir jouer. Euh, voilà, Arsenal, ça a gagné cette saison, mais c'était pas la folie non plus niveau football. Là, vraiment, le football proposé par le Paris Saint-Germain, c'est vraiment kiffant à voir, quoi. Lorsqu'il est devenu entraîneur, son vieux tropisme ne l'a pas quitté dès ses premières années sur le banc. Il s'est d'ailleurs préparé à travailler un jour en Angleterre, écoutant alors régulièrement des podcasts sur le foot british pour parfaire sa compréhension de la langue et sa connaissance des championnats là-bas. Je suis beaucoup le football anglais, davantage que le foot espagnol, ajoutait-il au printemps 2023 dans un appel du pied à peine déguisé.
À l'époque, il avait entamé des discussions avec Tottenham et Chelsea. Manchester United l'avait aussi dans ses radars, mais l'Asturien a finalement signé à Paris, qui lui offrait un projet et une liberté d'action plus conforme à ses attentes. Depuis un début de quelques revers, Newcastle 2023, Arsenal 2024, Chelsea 2025 à la Coupe du Monde des clubs, il a continué de soigner sa réputation outre-Manche en outriant le top de la première ligue. Manchester City, Liverpool deux fois, Aston Villa, Arsenal et Chelsea. Spare the rod and spoil the child, l'équivalent qui aime bien châtie bien en français, comme on dit là-bas. Bon, moi j'y vais à plus tard et Issa Nissa. Bah, merci à Jim 06, 06000 d'être passé sur le live, merci beaucoup. On se voit bientôt sur les lives, on a un live tous les matins en tout cas en semaine, hein, du lundi au vendredi au moins, pour discuter de l'actualité football. Donc en espérant se voir bientôt, et évidemment Issa Nissa. Ineos met pas l'argent pour acheter des bons joueurs. Effectivement, Ineos met pas l'argent pour acheter de bons joueurs. Ineos a une gestion de ce club assez catastrophique, hein, depuis qu'ils ont, qu'ils ont racheté Manchester, ils ont vraiment laissé à l'abandon l'OGC Nice, c'est hyper triste. En espérant qu'ils se barrent du club la saison prochaine. Magnifique le maillot, on espère la victoire ce soir. Bah, merci beaucoup. On espère aussi la victoire ce soir. On continue sur cette finale de Ligue des Champions. Côté Arsenal cette fois-ci, Declan Rice désigné meilleur joueur de la saison en Première Ligue par la BBC devant Bruno Fernandes. Declan Rice a été désigné meilleur joueur de la Première Ligue par la BBC dans le cadre des nouveaux BBC Football Awards. Le milieu d'Arsenal défense Bruno Fernandes, récompensé par la Première Ligue elle-même. La BBC avait fait un choix différent des distinctions officielles alors que Bruno Fernandes avait été élu joueur de la saison par la Première Ligue après un exercice historique avec un nouveau record de passes décisives, 21 auquel il faut ajouter 9 buts. Un panel de journalistes consultant et commentateurs du média britannique a préféré couronner Declan Rice, le milieu d'Arsenal omniprésent dans les grands rendez-vous, a incarné la montée en puissance collective des Gunners jusqu'à leur premier titre de champion depuis 2022. Le Portugais de Manchester United termine deuxième de ce vente devant Igor Thiago. Brentford. La BBC a également sacré Mikel Arteta entraîneur de l'année devant Keith Andrews, Brentford et Andoni Iraola, Bournemouth, et attribué le trophée de la révélation de la saison à Nico O'Reilly, le joueur de Manchester City. L'équipe type reflète largement la domination d'Arsenal avec 5 Gunners retenus, David Raya, Juren Timber, Gabriel Magalhaes, William Saliba et donc Declan Rice. The Premier League Team of the Season as chosen by our pundits, journalists and experts. Would you make any changes? Wow, l'accent catastrophique. Donc Raya, Timber, Saliba, Gabriel, O'Reilly, Rice, Fernandez, Anderson, Thiago, Haaland, Semenyo. Ok. Plutôt pas mal. Où est Cherki dans cette équipe de la saison? Est-ce que vous aurez mis Cherki dans l'équipe de la saison de Première Ligue? Bonne question. Bon, en tout cas, ça va être une sacrée finale. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette équipe du Paris Saint-Germain, des affirmations, des choses à dire. On a beaucoup parlé tout au long de la semaine, hein. Bon, on a fait quelques lives, on a parlé de Vitinha, on a parlé de Pacho, on a parlé de Doué là. Euh, voilà, tout au long de la saison, évidemment, on a parlé de Dembélé, de Gvara. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Paris Saint-Germain. Sinon, on va finir cette petite demi-heure et on va parler de Coupe du Monde et évidemment de Mercato. Je disais qu'on allait parler de l'Olympique de Marseille, donc on va en parler rapidement aussi. Mais déjà, la sélection argentine qui a été dévoilée, Lionel Scaloni annonce la liste de l'Argentine. 5 joueurs de Ligue 1 retenus. Un article de François-Miguel Baudet pour Flashcore. Peu avant minuit, heure française, Lionel Scaloni a officialisé la liste de l'Argentine championne du monde en titre. Lionel Messi disputera sa 6e Coupe du Monde. 5 joueurs de Ligue 1 en font partie, mais pas Franco Mastantuono. Oh, trop dommage, trop dommage. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, hein, maintenant c'est les fameuses vidéos, hein, il n'y a plus d'annonces. L'AFA a annoncé la liste des joueurs qui défendront la liste de champions du monde conquis en 2022 au Qatar. L'Argentine disputera le mondial avec 5 joueurs de Ligue 1, Geronimo Rulli, Leonardo Ballardi, Facundo Medina, et pour l'OM, Nico Tagliafico, pour l'OL et Valentine Barco pour Strasbourg. Ah, Valentine Barco à Strasbourg, c'est pas mal. Enfin, Valentine Barco avec l'Argentine, pardon. Franco Mastantuono n'est pas retenu, le club le plus représenté est l'Atlético de Madrid avec 6 joueurs convoqués. Putain. Alors on va regarder juste la petite vidéo pour ceux qui sont sur Twitch.
Marito, Sí, gringo, ¿qué necesitas? necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos. Tranquilo, yo me encargo. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Con toda la fuerza de los argentinos. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Donc voilà la liste, vous l'avez vu, on va quand même la citer, qui ressemble beaucoup à la liste de 2022, un peu logiquement, hein, il y avait pas mal de joueurs dans leur prime, donc ça ressemble beaucoup à la liste 2022. Au niveau des gardiens, on a Djibou Martinez, évidemment, Juan Musso, le deuxième gardien de l'Atlético Madrid, qui a fait un super intérim quand Jan Oblak était blessé du côté de l'Atlético. Donc point positif. Jérôme Rouli qui avait fait un très très bon début de saison avec l'Olympique de Marseille. En fin de saison ça a été un peu plus compliqué, mais qui est appelé avec l'Argentine. Au niveau des défenseurs, Léo Balerdi quand même. Nico Tagliafico qui était déjà là en 2022. Gonzalo Montiel aussi. Lisandro Martinez. Alors lui qui était bien champion du monde aussi, qui a eu pas mal de blessures, qui est revenu petit à petit cette saison. Donc rappelez, hein, c'est quand même un très très bon défenseur, Lisandro Martinez. Cucci Romero, Nico Otamendi hein, qui est encore appelé avec l'Argentine, Facundo Medina et Nahuel Molina, le latéral de l'Atlético. Si on doit faire une ligne de 4 là, je pense que Otamendi sera encore titulaire avec Romero. Quoique. Martinez Otamendi. Ouais, peut-être Otamendi, avec sur les côtés Molina et Tagliafico. Je pense que ça sera ça quand même. Au milieu de terrain, Leandro Paredes, toujours là, hein, le bras droit de Messi, et le bras gauche, Rodrigo de Paul. Euh, voilà, pas sûr qu'ils jouent, les deux. Valentin Barco, très très bon joueur du côté de Strasbourg cette saison, qui a annoncé qu'il quittait le club, donc j'ai hâte de savoir aussi où il va jouer la saison prochaine. Giovanni Lo Celso qui a été beaucoup blessé, mais lui aussi ça reste quand même un sacré crack. Ezequiel Palacios, le joueur du Bayer Leverkusen. Alexis McAllister et Enzo Fernandez. Donc si on devait avoir un milieu à 3, moi sur ce milieu à 3, hein, vraiment... Alors je pense que les anciens auront toujours la priorité dans cette équipe de l'Argentine, mais voilà. Enzo Fernandez, McAllister, Valentin Barco, ça me parle, hein. Euh, allez, peut-être pour avoir un mec un peu plus défensif. Rodrigo De Paul à la place d'un McAllister, mais bon. McAllister, Barco, Enzo Fernandez, moi j'aime beaucoup. Et après en attaque, Julian Alvarez, le GOAT, Lionel Messi, qui va disputer sa dernière Coupe du Monde. Nico Gonzalez, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Thiago Almada aussi. Thiago Almada, un point positif hein, qui soit là, qui est un très bon joueur. Giuliano Simeone, le milieu de terrain de l'Atlético aussi. Nico Paz, l'attaquant de Com. Juan Manuel Lopez, l'attaquant de Palmeiras au Brésil. Et Lautaro Martinez. Voilà pour cette sélection argentine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous la craignez, cette sélection Albi Céleste? Est-ce que vous la craignez? Ou vous pensez qu'ils sont plus en perdition qu'autre chose? Voilà.
Sinon, on passe à autre chose, on passe à l'actualité marseillaise. Si on parle de blanc et bleu, après l'Argentine, l'Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi devient officiellement le directeur sportif de l'OM. Mon ami Théo, si tu es de retour sur le live, bah, n'hésite pas à venir discuter avec nous de Grégory Lorenzi. Après 10 ans passés au Stade Brestois, Grégory Lorenzi devient le directeur sportif de l'OM. Il succède à Mehdi Benassia. Malgré un imbroglio juridique avec Nice qui avait obtenu un préaccord, Grégory Lorenzi est officiellement le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. L'ancien défenseur, 42 ans, a passé les 10 dernières années à Brest, avec qui il a notamment connu la Ligue des Champions. Lorenzi succède à Mehdi Benassia et devra être inspiré lors du prochain mercato, car sans la Ligue des Champions, l'OM devra faire avec beaucoup moins de budget, d'autant que les signaux financiers de la DNCG sont au rouge vif. Grégory Lorenzi a su bâtir dans la durée un modèle de gestion sportive cohérent et exigeant, a expliqué Stéphane Richard, président du directoire, qui sera intronisé en bonne et due forme le 2 juillet prochain. Sa capacité à identifier des joueurs, à les accompagner et à construire un collectif performant tout en optimisant les ressources en fait le profil que nous souhaitons pour conduire le projet sportif de l'Olympique de Marseille. Nous lui faisons pleinement confiance pour engager ce nouveau chapitre avec le sérieux et l'ambition que ce club mérite. De son côté, Lorenzi a affirmé que rejoindre l'Olympique de Marseille est une chance, un honneur et un grand défi que je suis fier de relever. Avant tout, je voudrais remercier le président et le propriétaire pour leur confiance. Mon objectif est de contribuer à la construction d'un projet sportif durable ancré sur des valeurs claires et sur la confiance accordée aux joueurs qui portent ses couleurs. Nous travaillerons avec exigence dans l'intérêt du club et de ses supporters. Voilà pour Grégory Lorenzi, qui va devoir, si Nice reste en Ligue 1, hein, l'OM qui va devoir verser une indemnité à l'OGC Nice, hein, parce qu'il avait signé quand même ce préaccord. Et donc, il n'ira pas du côté de l'OGC Nice. On verra aussi qui sera le futur directeur sportif pour le club rouge et noir. Mais à Marseille, l'actu continue, chasse à la top, altercation à Bardonado Tari, management à la hache, signalement à l'OM, la tension continue à monter en interne. Lassé des rumeurs le désignant comme une top dans le vestiaire, le coach adjoint Pancho Bardonado a confronté Bob Tari le 17 mai après OM Rennes pour son comportement global. Le coordinateur sportif a été aussi visé par le mail d'un collectif de salariés de l'OM adressé mardi soir à la direction du club. Un article de Baptiste Chaumier et Mathieu Grégoire. Son fils derrière lui, Pancho Abardonado, 48 ans, marche d'un pas rapide vers le château de la Busine, où se tient l'avant-première d'un futur film de Canal+, La Révolution de tapis, sur les années 85-89 de l'OM. Mardi soir, il était contrarié quand le monsieur loyal de la soirée l'invite à monter sur scène avec une palanquée d'anciens Olympiens, Alain Giresse, Éric Dimico, Joël Cantona, et le désigne comme l'âme de l'OM. Pancho n'esquisse pas le moindre sourire. Depuis plusieurs jours, l'entraîneur adjoint est victime d'une campagne de harcèlement. Sur les réseaux sociaux, quelques comptes d'influenceurs le désignant comme la top du vestiaire marseillais. L'ex-défenseur de Marseille et Nice ne veut pas s'exprimer publiquement, mais il s'épanche auprès de ses proches. Cette opération vient à ses yeux du clan Benassia, c'est un gaillard, et lui dit les choses d'en face. Le 17 mai, quelques minutes après la victoire de l'OM contre Rennes, il confronte Bob Tari, le bras droit de Mehdi Benassia et coordinateur sportif. Pourquoi dis-tu partout que je suis une top? L'ancien champion de 3000 mètres steeple dément plusieurs fois, mais le ton monte. Il faut plusieurs personnes pour séparer Tari et Bardonado pour arrêter l'empoignade. Depuis, ce dernier réfléchit à quitter le club. Son honneur est bafoué. Il a ses diplômes d'entraîneur. Il est la dernière top en date avant même l'incident du 17 mai. Plusieurs personnes nous ont avertis. Ils vont monter sur Pancho. Avant Pancho, il y a eu les joueurs comme Valentin Rongier, surnommé le syndicaliste, par le tandem Longoria Benassia en 2024, Benjamin Pavard, Chevrolet Kondogbia et d'autres encore, suspectés d'alimenter les journalistes. Et il y a eu les salariés comme les responsables de la communication Elodie Malatré et Francky Tourdre, écartés l'été dernier. À l'OM, Mehdi Benassia et ses proches voyaient des tops et des emplois fictifs partout, confie un cadre du club. Alors qu'est-ce qu'on nous dit Et Nice le rachat. Eh ben, on verra. À noter aussi Nice, hein, on n'a pas parlé de cette histoire, mais Nice, au niveau de la saison noire, hein, il y a 3 joueurs du centre de formation qui ont été virés parce qu'ils ont tabassé à tabac un de leurs coéquipiers et donc qui ont été exclus du centre. Quand même, c'est, heu, c'est là aussi risible, hein, donc décidément les clubs du sud, hein, en ce moment, ça marche pas fort, hein, entre Marseille, Nice et même Monaco, hein, qui va se séparer de son entraîneur. C'est pas la folie.
On continue sur l'OM et ce climat infuse un joueur toujours à l'OM après le premier stage à Malmort en novembre 2024 et la mutinerie évitée de peu en mars 2025. Le coach des Zerbi avait bien compris que Benassia et ses hommes étaient à l'origine de nombreuses fuites. Les infos sortaient toujours sur les mêmes sites ou comptes Twitter que Mehdi et ses proches tiennent en laisse. On l'a bien compris nous aussi, quand il fallait se débarrasser de l'un d'entre nous, il faisait salir sur ces mêmes comptes, un peu comme dans l'affaire Jean-Pierre Papin, pourtant une légende du club jetée au profil d'Ali Zarak. Les relations sont devenues très compliquées entre les deux et Deserbi a même tenté d'écarter certains proches de Benassia lors des Ritieri à Rome. Ils se parlaient de moins en moins au printemps 2025. À la reprise, on avait tous été surpris de les voir de nouveau ensemble. On n'a jamais compris ce qui avait bien pu se passer à l'intersaison pour qu'ils se réconcilient tout à coup. Le 20 avril 2025, sentant la situation se tendre, Benassia avait d'ailleurs défendu Zarak et Tari dans la Provence. Deux personnes qui travaillaient nuit et jour pour l'OM seraient devenues des tops. Mais bien sûr, j'ai des tops dans mon entourage et ça me va très bien. Ce n'est pas sérieux. Cette chape de plomb, beaucoup de salariés de l'OM l'ont subi pendant des mois et des mois. Mofi revient. Mofi, il quitte Porto, mais il ne reviendra pas à l'OGC Nice, ma chère Julie. En tout cas, je l'espère. Un bâtiment sportif transformé en Guantanamo et des administratifs qualifiés de cancer. En mai 2025, ravi de les renvoyer dans le cœur de Marseille, loin du bâtiment sportif transformé en Guantanamo. C'est son expression. Le président Longoria fustigeait certains administratifs qualifiés de cancer. Benassia s'arrêtant lui au mot maladie, les deux dirigeants ont désormais quitté le club, mais le malaise demeure et un nom résume ce management à la hache en place depuis un bail. Tari, entré comme responsable du player care en décembre 2024, est devenu l'ombre de Benassia sur tout le sportif. Mardi soir, au moment où Abardonado était monté sur scène à la Busine, un mail a été envoyé à une cinquantaine de personnes à l'OM en deux vagues et en copie ouverte. Les destinataires, le directoire, le DRH, certains élus du CSE, le conseiller du président Maxime Kinard, le directeur marketing Grégory Lamela, Belabès Bouessi et à la communication et bien d'autres. Putain, l'article, il est lourd quand même, hein. Après, évidemment, toujours vérifier ce qu'il faut juste, mais ce mail que nous avons reçu dans la foulée commençait ainsi. Chers collègues présidents, membres du directoire, nous nous permettons de vous adresser ce mail de la part d'un collectif de salariés de l'Olympique de Marseille, afin de dénoncer certaines choses qui sont passées sous silence depuis trop longtemps, concernant notamment une personne qui cristallise énormément de problèmes et de tensions au club, Monsieur Bob Tari. L'ambiance actuelle, chasse à la top paranoïa dans tous les étages, nous oblige à l'anonymat de peur pour nos emplois. Même notre CSE risque d'être impuissant tant cette personne excède dans l'art de la manipulation et du mensonge, et tant notre direction ferme les yeux et ne se rend pas compte de l'erreur qu'elle fait en gardant confiance en cette personne. Je vous précise que nous sommes au total une vingtaine à nous être regroupés, membres du bâtiment administratif et également du secteur sportif de diverses professions avec ou sans responsabilité, dont des joueurs. Mais beaucoup de gens n'osent pas parler de peur d'être virés ou déclassés au club. Dans sa longue suite, le mail égrène le nom de nombreux salariés de tous les services, kinés, docteurs, directeurs des opérations, protocole, qui auraient été virés par Benassia sur les conseils de Tari. Ces méthodes étonnantes avec des programmes donnés à la dernière minute de la soirée, une description du train de vie de l'ancien athlète et de ses avantages, le fait qu'il étendrait encore son pouvoir sur des secteurs clés comme la sécurité. Tari resterait l'œil de Moscou. Benassia confie un haut gradé. Tari est un prétexte. Les salariés dénoncent une dégradation profonde des relations entre la direction et eux depuis des années, décrypte un membre du personnel. Sous l'ère Longoria, les mêmes mécaniques ont été exploitées par différents managers de Stéphane Tessier à Benassia. Tari s'inscrit juste là-dedans. La DRH s'est emparée du sujet. Ce signalement a été pris en compte par l'OM. La DRH s'est saisie du sujet avec le plus grand sérieux et étudie l'ensemble des mesures à mettre en œuvre. Au regard de la situation, nous a répondu le club. Une enquête interne va être diligentée et le courrier sera évoqué lors de la réunion du CSE qui tombe jeudi. Contacté mercredi soir, Tari nous a dit sur le fond, je suis très serein, la direction c'est mon investissement au quotidien pour le club, mais ça ne restera pas sans suite. On ne peut pas salir mon travail et mon image sans preuve, il est trop facile de diffamer gratuitement dans un mail anonyme, c'est la porte ouverte à tout. Alors là, vraiment, décidément, on parle de Nice, mais l'OM, c'est vraiment une télé-réalité quand même, ce truc, hein. Euh,
Hem, que dire, hein? Que dire, de ça? Évidemment, nous on relate, hein, ce qu'on voit dans les médias. Malheureusement, j'ai pas de top infiltré à l'OM, je sais pas ce qui se passe exactement, mais vraiment être une souris là dans ce club de l'OM à la commanderie, ça doit être, génial quoi. Tu te mets avec un peu de popcorn et tu te régales. En tout cas, hein, comme je le dis d'habitude, on verra ce qui se passera, hein, du côté de l'Olympique de Marseille, hein, ce qui se passera lors de ce mercato, de ce début de saison. Hem, qui là, il y a pas mal de changements. Mehdi Benatia qui quitte le club, donc Bob Tari devrait le quitter aussi. Pancho Bardonado restera-t-il adjoint? Qui sera le coach de Marseille la saison prochaine, hein? Habib Beye toujours en place ou non? Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations. La nouvelle direction, hein. Bon, le propriétaire, c'est toujours Franck McCourt, mais la nouvelle direction, qu'est-ce que ça va donner? Grégory Lorenzi. Les joueurs aussi, qui restera pas? Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions avec ce club de l'Olympique de Marseille. Mais j'ai envie de dire comme chaque année et chaque saison. À Marseille aussi, on avait une info concernant un joueur, Greenwood, un départ envisagé pour soulager les finances de l'OM. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise, hein, que Mason Greenwood va quitter l'Olympique de Marseille, cet été. Ça m'étonnerait qu'il soit encore là la saison prochaine. De toute façon, l'OM a besoin d'assainir ses finances. Lui, il représente une valeur marchande. Je pense pas qu'il veuille encore rester à l'OM. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Alors que l'OM doit vendre pour améliorer son bilan comptable, une vente de l'attaquant anglais Mason Greenwood, plus forte valeur marchande du club, est étudiée. L'OM s'est seulement qualifié pour la Ligue Europa au bout d'une saison ratée et ses finances sont sous pression. Le remodelage estival va ainsi d'abord passer par plusieurs ventes pour présenter le meilleur bilan possible devant la DNCG fin juin. Dans l'article que nous avons consacré à son arrivée, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi explique qu'un transfert de Mason Greenwood, la plus belle valeur marchande de l'effectif, est une opération envisagée par le club. Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties. Même si l'attaquant anglais a indiqué sur Ligue 1 Plus qu'il avait envie de rester, son départ est bien étudié et il pourrait rapporter 50 millions d'euros à 3 ans de la fin de son contrat. Il y a toutefois des écueils car Manchester United détient 40% des droits du joueur et un retour en Angleterre ne semble pas être une possibilité depuis qu'il a été accusé en 2022 de violence et de tentative de viol par sa compagne qui a ensuite retiré sa plainte. Mais ses performances marseillaises ont attiré l'attention de clubs espagnols, allemands et turcs, et la Gazzetta dello Sport a évoqué cette semaine un fort intérêt de l'AS Rome qui a déjà acheté Robin Novas à l'OM cet hiver. Voilà, on va aller sur Transfermarkt, hein, pour voir quelles sont les opportunités pour Mason Greenwood, quel club s'intéresse à lui, qui, ce qu'il avait déjà fait, hein, quand il avait quitté Manchester United, il était passé par Osasuna, si je dis pas de bêtises. Il a fait plutôt une bonne saison. Et là, à Marseille, il s'est clairement relancé. Donc, on voit une valeur marchande, dernier changement, le 27 mars 2026 pour 55 millions d'euros pour Mason Greenwood. Les rumeurs actuelles, on les voit juste là. Donc, on a parlé de l'AS Roma. Mais aussi Fenerbahçe, Galatasaray, donc deux clubs turcs. Deux clubs turcs. Pardon. Donc Fenerbahçe, hein, c'est la plus grosse probabilité. Je crois qu'on parlait de la Juventus à un moment. Voilà, la Juventus, 1er mai 2026. Donc l'AS Roma, le Paris FC qui pourrait s'intéresser à Mason Greenwood. En janvier, il y a quand même Liverpool dans les rumeurs. Et non, décembre 2025, on avait le FC Barcelone. Et voilà, il y avait beaucoup de sollicitations par les équipes d'Arabie Saoudite. Voilà. Donc voilà, au moins on peut poser des noms sur qui s'intéresse vraiment à Mason Greenwood. Donc on serait sur des clubs turcs, l'AS Roma, la Juventus de Turin, le Paris FC. Alors ça, j'avais pas vu forcément. Et toujours l'Arabie Saoudite, hein, qui peut poser plusieurs millions. Et s'ils sont prêts à surpayer le joueur, hein, je pense que Marseille ne dira pas non.
Niveau mercato, donc on a parlé de Nice, on a parlé de Marseille, on va parler de Monaco aussi. Monaco qui devrait se séparer de Sébastien Pocognoli, qui pourrait quitter le club, et ça serait Philippe Luis, déjà le nouveau coach monégasque. Riche expérience de joueur, début d'entraîneur réussi, Philippe Luis arrive à Monaco pour relever le rocher. L'ex-international brésilien Philippe Luis est engagé ce jeudi avec Monaco pour relancer une équipe qui sort d'une saison très difficile, auréolée d'une riche carrière de joueur et d'une première expérience d'entraîneur prometteuse. C'est un joli épilogue à une saison qui a parfois semblé infernale. 7ème de Ligue 1 et qualifié in extremis pour la Ligue Conférence grâce à la victoire de Lens en Coupe de France, Monaco va faire venir sur son banc un grand nom du football. Pas du clinquant certes, mais du travailleur et du genre qui inspire le respect partout où il passe. Des trophées en pagaille en tant que joueur, en Espagne comme en Angleterre, 5 titres en 17 mois. Pour sa première expérience d'entraîneur à Flamengo, le tout alors qu'il a à peine 40 ans. Philippe Luis se possède un CV à donner le bénéfice du doute aux plus pessimistes des supporters. Cela faisait un moment déjà que le club de la Principauté lorgnait l'ex de l'Atlético et de Chelsea. Entre autres, ses dirigeants l'avaient même sondé durant l'automne pour succéder à Adi Hutter à l'époque. Le Brésilien était encore en poste au Mengao et il ne se sentait pas encore prêt à retraverser l'Atlantique. Mais il est libre depuis son licenciement en mars et il va devenir le successeur de Sébastien Pocognoli. Les choses se sont accélérées entre les parties dans la soirée de mercredi et les contours d'un accord ont rapidement été trouvés autour d'un contrat de 2 ans, l'ASM doublant ainsi sur le fil Leverkusen et Besiktas. Pardon. Son contrat a été signé à distance, mais il n'arrivera pas tout de suite sur la Côte d'Azur, puisque l'effectif est actuellement aux 4 coins du globe et que la reprise, qui aura lieu le 6 juillet, est encore lointaine. Il arriverait avec 2 adjoints, ce qui a séduit les décideurs monégasques chez le Quadra. Ces résultats d'abord avec le club au maillot rouge et noir comme rappelé plus haut, mais également le jeu proposé, que ce soit lors du succès contre Chelsea en phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier, ou cet hiver lors de la Coupe internationale contre le PSG. Plus généralement, sa capacité à exercer un pressing haut, à produire de la verticalité et à savoir défendre sans pour autant subir le jeu adverse en font pour eux un portrait de l'entraîneur moderne, sans oublier une personnalité ouverte notamment afin de collaborer avec les autres départements du club, et sa volonté d'être dans un processus d'apprentissage à la manière d'un joueur à fort potentiel. Philippe Luis arrive avec 2 adjoints qui avaient été débarqués en même temps que lui de Flamengo, l'Espagnol Ivan Palanco et le préparateur physique brésilien Diogo Linares. L'ASM serait encore à la recherche d'un entraîneur des gardiens pour pallier le départ de Frédéric de Bover et d'un adjoint pour remplacer Damien Périnel qui souhaitait lancer sa carrière de numéro 1. Pocognoli s'est projeté en principauté. Le club du Rocher est par ailleurs en train de régler la question du départ de Sébastien Pocognoli et de ses 2 adjoints Kevin Miralas et Arthur Copit. Le Belge a vu ce jeudi matin le directeur général Thiago Scuro et le directeur technique Carlos Avina qui lui ont confirmé la nouvelle de son départ prochain alors qu'il lui reste 1 an de contrat. Il serait assez marqué car lui se projetait en principauté. Pocognoli souhaitait notamment pouvoir bénéficier d'une vraie préparation, d'un effectif davantage taillé pour ses idées afin de pouvoir les mettre pleinement en pratique. Lui qui est arrivé en octobre au milieu d'un tunnel de match et avec une montagne de blessés, mais le jeu qu'il a produit au cours du premier semestre n'a pas convaincu, au-delà de résultats en dents de scie et d'une fin en autre boudin avec 5 points sur les 6 derniers matchs. Donc voilà, là aussi ça bouge du côté de Monaco. Qui sera le coach de Monaco? Bon, ça devrait être Philippe Elius du coup. Quid de Sébastien Pocognoli la saison prochaine? Après, hein, en cas de départ de... Alors ça m'étonnerait, ça me paraît financièrement pas possible. Mais en cas de départ de Claude Puel, Sébastien Pocognoli, pourquoi pas à Nice. Ça peut être intéressant avec un mercato assez mesuré quand même, mais ça peut être pas mal, sachant qu'il connaît déjà Charles Van Hout. Dites-moi ce que vous en pensez hein, d'un peu tout le monde, quoi. De Sébastien Pocognoli et de Philippe et Luis et de la situation de l'AS Monaco, sachant qu'ils vont jouer la Conférence League ou le... Non, c'est quoi la Conférence League ou Europa League qui joue la saison prochaine, Monaco? Je suis perdu. Je suis perdu. Monaco. Principal. Monaco, ça joue la Conférence League hein, la saison prochaine. Donc voilà, aussi des objectifs revus à la baisse. Hein, nous, sur notre preview de cette saison de Ligue 1 avec les amis, on avait annoncé Monaco et Marseille vraiment sur le podium de ce championnat de France. Voilà. Euh,
Il nous reste un article quand même qu'on avait sélectionné au sujet de Ibrahima Konaté, un départ qui prend forme alors qu'une prolongation était proche avec Liverpool. L'histoire d'un revirement pour Ibrahima Konaté. Tout proche d'une finalisation le mois dernier, la prolongation d'Ibrahima Konaté à Liverpool est largement remise en cause. Voici pourquoi. Un article d'Hugo Delhomme. De l'aveu même du joueur, les négociations étaient quasi bouclées. Nous sommes proches d'un accord, il y a de grandes chances que je sois là l'année prochaine. C'est ce que j'ai toujours voulu, expliquer Ibrahima Konaté le 20 avril au sujet de sa prolongation de 5 ans alors qu'il est en fin de contrat le 30 juin. Depuis un mois, aucune officialisation n'a pourtant eu lieu et pour cause, comme révélé en Angleterre, cette prolongation à Liverpool est remise en cause en fonction des sources. Le ton diffère. Certains estiment que les négociations sont définitivement closes. Il n'y aura pas d'accord, lâche un proche. Ce revirement peut être donc définitif, trouve son origine sur des désaccords internes sur fond de fin de saison chaotique. Dit autrement, la fin de saison ratée de Liverpool, conclue malgré tout à la 5e place, a ralenti le processus de finalisation avec parfois des désaccords sur les choix et montants à allouer parallèlement des clubs. Déjà présents le mois dernier ont engagé des négociations beaucoup plus concrètes pour tenter de conclure le Français qui a débarqué chez les Reds à l'été 2021. Le Real Madrid, le Bayern et Chelsea sur les rangs des offensifs suffisamment concrètes pour qu'elles fassent réfléchir le Français. Le Real Madrid, par exemple, a toujours maintenu le contact pour tenter de séduire l'ancien Sochalien. Le Bayern Munich également. En Angleterre, Chelsea de Xabi Alonso entend tenter sa chance. Chelsea, comme d'habitude, dans toutes les rumeurs. Konaté ne devrait pas se rendre aux États-Unis pour la Coupe du Monde le 10 juin en connaissant son avenir. Voilà, transfert marque encore une fois. Konaté. Qu'est-ce que ça dit sur le défenseur de Liverpool? Voilà, 50 millions la valeur marchande, 9 décembre 2025, dernière mise à jour. Les rumeurs, pas grand-chose. Le Bayern Munich, là, récemment. Le Real Madrid, c'était cet hiver. L'Inter. Le Paris Saint-Germain aussi, lui qui est originaire de là-bas. Donc à voir pour Ibrahima Konaté. Évidemment, le mercato, il va être agité, cet été, je vous l'annonce, avec la Coupe du Monde. Autant les joueurs ne voulaient pas quitter leur club pour jouer, avoir de la continuité et jouer la Coupe du Monde, autant là, à mon avis, ça va être un sacré délire. On a déjà vu le Barça qui met 80 millions d'euros sur Anthony Gordon pour remplacer, comment il s'appelle? Robert Lewandowski. Alors, on parlait, on va essayer de sélectionner encore quelques articles. On était un peu en retard ce matin, du coup, on va faire une vingtaine de minutes en plus. Donc, on va retourner sur notre sujet Ligue des Champions, évidemment. Les chiffres à connaître sur Vicha Kvaratskhelia. Combien toucheront les joueurs du PSG en cas de nouveau sacre en C1? Ça aussi, ça peut être intéressant. Euh, ok. Combien une victoire en C1 rapporte pour l'indice UEFA? On parle souvent de cet indice UEFA parce que la Ligue 1 est toujours en ballottage. Bon là, depuis récemment, ils ont mis quand même une pilule au championnat hollandais. Donc il n'y a plus trop de questions en ce moment. Susana Garcia, première femme recruteuse pour Arsenal. Je pense que avec ça, on aura déjà ce qu'il nous faut. Je vais juste checker s'il n'y a pas d'autres choses. Euh, Gonzalo Ramos n'est pas seulement un remplaçant. Bon, Ibrahima Konaté, ça sent la signature au Real quand même. Andoni Raoula, l'entraîneur de Bournemouth, qui devrait devenir le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen. Alors ça, c'est plutôt une info intéressante. Donc voilà, on va sur ce mercato. Andoni Raoula devrait devenir le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen. À la recherche d'un entraîneur, au Bayer Leverkusen touche apparemment à sa fin. Selon Kicker, le club de la Ruhr est en négociation finale avec Andoni Iraola de Bournemouth. L'entraîneur de 43 ans devrait succéder au Danois Kasper Hjulmand, qui, malgré un contrat jusqu'en 2027, est sur le départ. Après le refus du Brésilien Felipe Luis, donc il a refusé quand même le Bayer Leverkusen pour signer à Monaco, c'est plutôt intéressant. À mon avis, il y a de la caillasse aussi en jeu. Qui, selon les médias, est sur le point de signer à l'AS Monaco. Le Bayer Leverkusen pousserait également, selon Sky, pour engager Andoni Iraola et espère une réponse rapide. Olivier Glasner, qui a remporté la Ligue Conférence avec Crystal Palace mercredi, serait également un candidat selon les médias.
Période réussie en première ligue. Iraola, comme Xabi Alonso, a battu chaque saison un nouveau record de points avec Bournemouth lors de ses 3 années passées au club. Il est resté invaincu lors de ses 18 derniers matchs de première ligue. Le club du sud de l'Angleterre, 6e du classement, a manqué de peu la qualification pour la Ligue des Champions. Iraola avait déjà annoncé son départ en avril. L'ancien entraîneur de Dortmund et Leipzig, Marco Rose, prendra la succession de l'Espagnol. D'accord. À Leverkusen, Hjulmand qui avait repris le Bayern après la deuxième journée de Bundesliga la saison dernière sur le départ en raison d'une deuxième partie de saison décevante et d'une 6e place au classement. C'est vrai, hein, pour rappeler le Bayern Leverkusen qui avait remercié Erik Ten Hag au bout de 2 matchs. Donc c'était plutôt assez surprenant et c'était Hjulmand qui avait repris, qui avait un peu relevé quand même la saison du Bayern. Mais voilà, après le départ de Xabi Alonso, c'est sûr que c'était un peu plus compliqué. Alors, on retourne sur notre finale de Ligue des Champions. Les chiffres à connaître sur Vicha Kvaratskhelia, qui est un atout majeur du Paris Saint-Germain. Donc, c'est une petite vidéo. euh, Alors, focus sur Vicha Kvaratskhelia. Donc déjà, 15 matchs, 10 buts, 6 passes décisives, 4,16 d'XG. Plutôt pas mal. Kvaratskhelia a été impliqué lors de plus de buts que tout autre joueur lors de la phase d'élimination directe de la Ligue des Champions, 10 buts. Le Géorgien est le premier joueur à être impliqué dans un but lors de 7 matchs consécutifs de la phase à élimination directe d'une même campagne de Ligue des Champions, grâce au barrage. Bon voilà, il n'y a que 2 stats. C'était du rapide, mais en tout cas on sait que ça va être un élément décisif pour le Paris Saint-Germain. En cas de victoire, le Paris Saint-Germain pourrait toucher une prime. Quel est ce prix, hein, quelle est cette prime? En cas de nouveau sacre européen ce samedi face à Arsenal, les Parisiens toucheront comme l'an dernier une prime conséquente qui répond à une stratégie claire. Valoriser le titre plutôt que le parcours et l'équité collective plutôt que les statuts. Samedi soir à la Puskas Arena. Les joueurs du PSG joueront pour l'histoire aussi pour une très confortable prime de victoire. Sans surprise, le club de la capitale a prévu une récompense XXL en cas de sacre en Ligue des Champions face à Arsenal, de l'ordre de 1 million d'euros par tête, comme l'an dernier lorsque le club de la capitale avait conquis l'Europe aux dépens de l'Inter Milan. Derrière les chiffres, le système parisien raconte surtout autre chose, la volonté d'installer une culture collective jusque dans le système de rémunération. Comme dans la plupart des grands clubs européens, les primes sont négociées en début de saison. À Paris, ce sont les 4 capitaines, Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Vitinha, qui ont mené les discussions avec la direction. Un fonctionnement classique, mais avec une philosophie très PSG version Luis Enrique, valoriser uniquement les trophées. Les primes ne tombent qu'en cas de titre, comme en Ligue 1. En Ligue 1, les primes ne tombent qu'en cas de titre, ce qui a été le cas avec le 14e titre de champion de France décroché début mai. Même logique en Ligue des Champions. Les bonus versés après les quarts ou les demi-finales restent relativement symboliques à l'échelle du club. Les vraies primes, c'est en cas de trophée, c'est ça la culture d'un grand club. Glissons au PSG, un discours que les dirigeants accompagnent d'un message répété en interne. Ce n'est pas l'argent qui doit servir de moteur, ce qui doit guider le groupe, c'est la gagne. Dans cette soif de conquête, l'approche du PSG marque aussi une évolution avec certaines pratiques plus anciennes. Pendant longtemps, plusieurs stars négociaient individuellement lors de la signature de leur contrat des bonus personnels très élevés en cas de victoire finale en Ligue des Champions. Une mécanique qui pouvait créer d'importants écarts entre joueurs. Désormais, Paris cherche davantage l'équité. Et même si quelques clauses individuelles existent encore, dans certains contrats, la prime collective prévaut. Il n'y a pas d'accumulation, surtout au club. L'an dernier, Mayoulou avait touché autant que les cadres du vestiaire. À travers cette politique instaurée par le conseiller sportif Luis Campos, le PSG cherche à imposer un dogme fort, l'équité. L'an dernier, Seny Mayoulou, 3 apparitions en Ligue des Champions, jusqu'à son but en finale, avait touché exactement la même somme que les cadres les plus capés du vestiaire. Cette saison, la politique reste inchangée et envoie un signal fort au Titi, au centre de formation. Tous les joueurs ayant mis le pied sur la pelouse au cours de cette campagne européenne toucheront l'intégralité du bonus en cas de victoire. Cela vaut notamment pour Quentin Djantou, 3 matchs, dont une titularisation lors de la phase de poule, mais qui n'est plus réapparu depuis janvier en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Le message envoyé au vestiaire est limpide. Dès que tu participes, tu es important, tu fais partie de l'histoire.
Voici combien d'argent le PSG a déjà gagné cette saison en Ligue des Champions. Vous allez voir, c'est déjà plus que les budgets d'Auxerre, Brest, Le Havre et Angers cumulés. Alors les gains se décomposent en 3 parties. Il y a d'abord une somme liée aux droits télé qui est estimée pour le PSG à 34 millions d'euros. Ensuite, une somme liée au coefficient UEFA sur les 10 dernières saisons. Une somme qui est estimée pour le PSG autour de 11 millions d'euros. Et ensuite, il y a les primes pour les performances sportives. La plus grosse partie. Le PSG a déjà touché 18,6 millions de primes de participation à la phase de Ligue. Ensuite, autour de 18,7 millions d'euros pour ses performances en phase de Ligue. Ajoutez à cela 11 millions d'euros pour la qualification en 8e de finale, 12,5 pour la qualification en quart, 15 millions pour la qualification en demi et 18,5 millions d'euros pour la qualification en finale. Ça fait donc au total 139,4 millions d'euros déjà assurés pour le PSG. Dites-vous, c'est incroyable, c'est plus que les droits télé nets qui vont être perçus cette saison par l'ensemble des 18 clubs de Ligue 1, une fois retirées les différentes commissions, notamment pour le fonds CVC, autour de 120 millions d'euros pour les 18 clubs. Le PSG devrait avoir autour de 10 millions d'euros. Et alors en cas de victoire contre Arsenal, le PSG percevra 6,5 millions d'euros de primes supplémentaires, plus 4 millions d'euros de primes pour sa participation à la Super Coupe d'Europe. Ça ferait donc un total de 150 millions d'euros à peu près, ce qu'a perçu déjà le PSG la saison dernière. 148 millions d'euros, donc c'est assez incroyable. Ça ferait près de 300 millions d'euros de gains grâce à la Ligue des Champions sur 2 saisons. Et encore là-dedans, on ne compte pas les revenus de billetterie qui rapportent énormément à chaque match. Il y a donc un fossé colossal aujourd'hui en termes de revenus entre le PSG et les autres clubs français, mais qui est dû aux performances sportives du PSG. D'ailleurs, pour vous donner les revenus des autres clubs français en Ligue des Champions cette saison, l'OM et Monaco vont percevoir autour de 55 millions d'euros, ce qui est déjà une somme énorme par rapport aux droits télé de la Ligue 1. Donc voilà, hein, toujours autant d'argent qui circule dans les bureaux du Paris Saint-Germain. Et dans le foot en général. Alors, combien de victoires... Ouais, Jérôme Bisson. Ouais. Combien de victoires en finale de la Ligue des Champions rapporte pour l'indice UEFA? Le PSG a encore la possibilité d'améliorer son indice UEFA et celui de la France en remportant la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal samedi. Mais à quel degré? Un article de Nicolas Sbarra pour l'équipe. Les nouveaux formats des Coupes d'Europe mis en place depuis la saison dernière ont été accompagnés d'une refonte du système de l'indice UEFA. Des points ne peuvent naturellement plus être attribués pour une première place d'un groupe de 4 équipes quand un championnat à 36 est maintenant en place. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est le gain potentiel lors de la finale de l'épreuve qui opposera le PSG et Arsenal samedi à Budapest. Le vainqueur de la rencontre à l'issue du temps réglementaire comme de la prolongation ajoute 2 points à son total pour son pays. Ces 2 points supplémentaires sont divisés par le nombre de représentants au début de la saison, 7 pour la France, 9 pour l'Angleterre. Dans le cas d'une finale à grand suspense avec une issue au tir au but, un match nul est enregistré pour les 2 adversaires et rapporte 1 point à chacun, soit également le même bénéfice que lors de n'importe quel match de la phase de ligue. Des points de bonus sont bien attribués par l'UEFA lors des tours à élimination directe, mais uniquement pour rallier les huitièmes, les quarts, les demi, puis la finale. 1,5 points à chaque fois en Ligue des Champions, plus rémunératrice que la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Au dernier niveau de la compétition, rien de particulier n'a en revanche été prévu par l'instance européenne dans son règlement du point de vue de l'indice UEFA. La finale est donc un match comme un autre. La France regarde dans le rétroviseur. Une victoire parisienne sera toujours bénéfique pour la France. Sa 5e place au classement des championnats, calculée sur les 5 dernières saisons, pourrait être menacée à terme par le Portugal. L'écart est actuellement substantiel, s'élève à plus de 10 points. Donc 83,355 contre 73,166. Mais au coup d'envoi de la saison prochaine, en perdant le bénéfice d'un exercice 2021-2022 bien plus favorable, sa marge sera réduite de 5,5. Alors que les Lusitaniens ont repris plus de 2 points depuis l'été dernier, la prochaine campagne continentale des clubs français ne sera pas sans importance pour ne pas voir le contingent se réduire à l'avenir. Avec sa 5e place actuelle, la Ligue 1 envoie 4 clubs en Ligue des Champions, 3 billets directs et 1 en tour préliminaire, ainsi que 7 représentants européens au total. Le 6e pays ne compte que 6 clubs, dont seulement 2 en phase de Ligue 2C1 et 1 en tour préliminaire. Dans la hiérarchie des clubs, le PSG apparaît au 3e rang, 131 alors qu'il était 5e il y a un an. Cela lui permettra de figurer parmi la tête de série lors du tirage au sort de la prochaine phase de ligue, et même en cas de défaite ce samedi. Le premier chapeau est composé de 8 premiers à l'indice UEFA ainsi que du tenant du titre. Voilà, c'est dommage quand même qu'en France, il n'y ait que vraiment Paris qui rapporte des points à l'indice UEFA. L'année dernière, et Brest en barrage. Et voilà, en Europa League, on a eu Lyon et Lille en huitième, mais qui font pas de gros parcours. Bon, Lyon qui a fait demi.
demi la saison enfin, oui, la saison d'avant, et qui s'était fait éliminer par Manchester United. Voilà, on aimerait voir quand même plus de clubs français faire des beaux parcours, hein. Alors je dis pas gagner des coupes d'Europe, même si on aimerait évidemment, mais faire des parcours plus intéressants, je sais pas, aller chercher des quarts, des demi-finales de Ligue des Champions ou même en Europa League. Même en Europa League, on a du mal à le faire, et même Strasbourg en Conference League qui avait un budget assez conséquent et qui s'est fait sortir quand même par le Rayo Vallecano. Donc c'est assez dommage que ça soit que le Paris Saint-Germain qui remonte cet indice UEFA. Euh, Alors putain, par contre, si c'est une interview, ça va être un peu chiant. Wow. Et on va faire un dernier article quand même, parce on aime bien mettre les femmes en avant dans le football. Euh, Susana Garcia, la première femme recruteuse pour Arsenal. Je venais des quartiers, j'étais une fille noire musulmane, ça me paraissait impossible. Susana Garcia est devenue en 2022 la première femme recruteuse pour Arsenal. Rencontre avec cette passionnée qui, à 30 ans, possède déjà une belle carte de visite dans le monde du football. La formule revient souvent dans ses phrases et résume parfaitement son histoire. Elle est signée du rappeur Booba, extraite de sa chanson Tony Sosa. Tu peux le faire, j'en suis la preuve. Susana Garcia est bien la preuve qu'on peut grimper vers les sommets en partant de rien, ou presque en 2022. Arsenal lui a offert un poste de recruteuse, une première pour une femme dans l'histoire d'un club fondé en 1886. J'étais tellement fier, j'en ai pleuré. Je viens de tellement loin, de Lognès, ou Logne, je sais pas comment ça se prononce, dans le 77, Seine-et-Marne. Petite, elle aime le ballon rond, voit son grand frère mener une carrière professionnelle au Portugal, mais n'a jamais l'occasion de tenter sa chance comme sa maman, ancienne attaquante sur le continent africain. Sa ville et les autres aux alentours n'accueillent aucune section féminine. J'ai saoulé tout le monde pour pouvoir en créer une. Et avec une maman du quartier, on a fini par tout monter ensemble. Susana Garcia, alors que 16 ans, récupère une vingtaine de jeunes filles et décide de passer ses diplômes pour les accompagner. Le football a toujours fait partie de ma vie. Ça allait devenir mon projet. Au bout de 3 ans, elle laisse un club à succès pour taper à la porte des féminines de l'OGC Nice sur le conseil d'un ami. La responsable m'a dit de venir le lendemain et me loger et je commençais comme adjointe chez les moins de 10 ans. Le début d'un rêve ou presque, j'ai vite vu que c'était le racisme, les regards insistants qui se posent sur vous. On me scrutait avec mépris pendant les plateaux, on me parlait mal. J'ai fini par remonter sur Paris. Le Sud. PSG Manchester United 2019, le déclic. L'épreuve ne change rien à ses envies. Sur la capitale, la francilienne file un coup de main au club de Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis, ne compte jamais ses heures, tente encore de monter en grade avec ses diplômes, mais quand vous faites partie de la minorité, il y a toujours un problème. Un document qu'on vous perd, un document en plus qu'on vous demande au dernier moment. Elle a un déclic le soir de PSG Manchester United en 8e de finale retour de Ligue des Champions en 2019. J'étais dans le parcage et j'ai vu qu'il y avait des femmes dans le stade de Manchester. Ça m'a touché, ça m'a donné encore plus envie de tenter ma chance. En 2021, après avoir appris l'anglais sur Londres, elle passe le concours du Arsenal Community Coach Development Programme qui permet aux meilleurs d'intégrer l'académie du club anglais. Je venais des quartiers, j'étais une fille noire musulmane, ça me paraissait impossible. Arsenal l'intègre à son programme, lui paie sa formation, ses diplômes avant de lui ouvrir en 2022 un poste de recruteuse chez les garçons. Je travaille pour le centre de formation, je parcours les terrains pour aller dénicher les talents de demain sans jamais oublier son badge siglé Arsenal. Elle ne quitte jamais mon sac. Il ne quitte jamais mon sac. Il y a plein de fois où on ne me croit pas. Arsenal est une famille. Juste après mon accouchement, mon chef et mes collègues sont venus chez moi pour monter des meubles. Ils m'ont aussi informé qu'il y avait plus de femmes au centre de formation grâce à mon combat et que 4 autres avaient été recrutées. Une fierté parmi d'autres, je reçois des messages de petites filles qui aimeraient faire comme moi, c'est très émouvant et faisable, elle en est la preuve. Bah, félicitations en tout cas à Susana Garcia pour son poste. Voilà, on va finir ce live sur un point positif, sur une belle histoire, comme il en existe encore dans le football. Donc c'est bien, vraiment c'est cool que le football féminin se développe. Voilà, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reviendra lundi. Ce week-end, il n'y aura pas de live. On reviendra lundi normalement, 10h midi pour discuter de l'actualité football, en espérant que Nice soit toujours en Ligue 1 et que le Paris Saint-Germain ait remporté la Ligue des Champions. Donc merci à tous d'avoir été présents. Merci à ceux qui étaient sur le chat, TikTok, ceux qui étaient présents sur le live Twitch, même si vous n'êtes pas manifestés. Merci, je ne vais pas tous vous citer, vous étiez beaucoup. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été présents.
présent, d'être resté jusqu'au bout ou non. Passez une bonne fin de journée. Il est 12h20, donc un bon appétit pour ceux qui vont manger. Et un bon week-end, évidemment, un bon week-end foot. Donc voilà, merci à tous. Et on se retrouve lundi en live. Donc bisous les amis. Ciao, ciao.